your wife at, bud? Where's your wife at? She's dead on the floor in that room. That's mom. Yeah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire récente jugée le 20 septembre 2024. Je dois dire que c'était vraiment fou et monstrueux. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de vous en parler. Carly Gregg est née en 2009 à Flowood, une petite ville du Mississippi. Ses parents sont Ashley et Kevin Gregg. Carly a passé presque toute son enfance avec sa mère, Ashley, car son père était très peu présent. Selon les rumeurs, le père biologique de la jeune fille n'était pas un père exemplaire. Il abusait parfois de l'alcool et de substances illicites et agressait physiquement Ashley. À cet égard, la femme a même demandé de l'aide à la police, puis a mis un terme à sa relation avec l'homme. Mais revenons à Carly. C'était une enfant très intelligente et brillante qui a même sauté une classe à l'école. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, Carly a passé un examen très difficile appelé ACT, que la plupart des étudiants américains passent peu avant d'entrer dans les établissements d'enseignement supérieur du pays. À titre de référence, il convient de noter qu'en cas de réussite parfaite à cet examen, l'élève obtient 36 points. Seul un faible pourcentage de candidats réussit toutefois ce test. Et Carly, malgré son jeune âge, a obtenu 30 points. En d'autres termes, elle n'était qu'à 6 points d'un score parfait. En fait, la jeune fille a obtenu le même nombre de points que d'excellents élèves de terminale. Cela en dit long sur ses capacités intellectuelles. Au printemps 2019, Ashley, la mère de Carly, a rencontré Heath Smiley, un homme de 45 ans assistant physiothérapeute. Les deux ont immédiatement développé une relation amoureuse et se sont mariés en juin 2020. Malheureusement, je ne sais pas comment Carly a pris la nouvelle et quelle était réellement cette personne. Cependant, on peut dire qu'elle s'intéressait, malgré son intelligence, à des choses très controversées telles que la violence physique et les armes blanches. En 7e année, la jeune fille s'est d'abord attirée des ennuis pour avoir apporté en cachette un couteau suisse à l'école. Elle a même été envoyée dans une école alternative pour adolescents en difficulté. On sait qu'elle y est restée environ 6 mois et que ce n'est qu'après cela que la direction de son ancienne école a accepté de l'y autoriser à nouveau. Elle a toutefois changé d'établissement par la suite et a poursuivi ses études dans un lycée situé à Brandon, le centre administratif du comté de Rankin, dans le Mississippi. En fait, il n'était qu'à 10 minutes en voiture de son domicile. Ironie du sort, la mère de Carly, Ashley, était professeure de géométrie dans cet établissement. Et si vous pensiez que c'était un avantage pour la jeune fille, qui pouvait ainsi bénéficier de l'attention et du soutien dont elle avait tant besoin de la part de sa mère, c'était loin d'être le cas. En réalité, Ashley et Carly avaient une relation compliquée, surtout en dehors de l'école. Carly a donc dû faire face à beaucoup de choses en voyant sa mère à la fois à la maison et à l'école. Elle était toujours la plus jeune et la plus intelligente de sa classe, mais les autres adolescents en ont profité pour la manipuler. Ils l'obligèrent notamment à faire leur travail scolaire et à les aider dans divers projets. En d'autres termes, la jeune fille se trouvait dans une situation extrêmement inconfortable. En raison de son comportement, elle a eu de nombreux conflits avec sa mère et son beau-père. Une fois, elle a été surprise en train d'aider ses camarades à tricher lors d'un examen. Ce jour-là, elle s'est introduite dans l'ordinateur de son professeur et a photographié toutes les réponses qu'elle a ensuite communiquées à plusieurs camarades de classe. Finalement, comme c'est souvent le cas, toutes ces réponses se sont retrouvées entre les mains d'autres élèves. Lorsque tout a été découvert, Carly a été punie et les disputes avec sa mère ont empiré. Fait remarquable, Carly avait déjà un petit ami à cette période. Il s'appelait Anthony. Étant donné que les deux jeunes gens entretenaient constamment des dialogues contradictoires, la mère de Carly a décidé de leur interdire toute rencontre avec lui. Ils ont rompu pendant un certain temps, mais ils ont fini par reprendre une communication étroite. Puis Ashley a décidé d'en rester là. Peut-être avait-elle confiance en sa fille, qui sait. Quoi qu'il en soit, on sait de sources sûres qu'elle exerçait déjà un contrôle parental étroit à cette période. Elle regardait parfois tous les appareils mobiles de Carly et imposait également des restrictions à l'utilisation de certaines applications. En particulier, elle interdisait à sa fille d'utiliser une application telle que TikTok et lui ordonnait de ranger son téléphone avant d'aller se coucher. La jeune fille laissait donc toujours son téléphone dans la cuisine ou sur la table de chevet de sa mère avant d'aller se coucher. Il faut dire qu'Ashley vérifiait le téléphone de sa fille principalement pour reprendre contact avec son père biologique, que sa mère voulait priver de tous ses droits parentaux. Ashley ne pensait tout simplement pas que Kevin pouvait être un bon modèle pour Carly,
car il était encore dépendant à l'alcool et aux drogues illicites et se montrait généralement violent. Lorsque la mère a découvert que sa fille ne respectait pas ses interdits et commençait à fréquenter son père, elle a instauré encore plus de règles et restrictions à la maison. Cela n'a fait qu'encourager Carly à protester davantage. Bien qu'elle soit une jeune fille intelligente et brillante, cela ne l'a pas empêchée d'être influencée par ses camarades de classe, dont certains avaient une quinzaine d'années à cette période. Selon les spécialistes, cette période est considérée comme la plus rebelle de la vie d'un individu et de nombreux adolescents commencent à consommer des substances illicites et de l'alcool. C'est dans cet environnement que la jeune Carly se retrouve. Outre ses nouveaux passe-temps, eux aussi controversés, elle a commencé à manifester des problèmes de santé mentale évidents. Carly n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, dans le meilleur état mental possible, et plus tard, nombre de ses camarades de classe ont noté qu'à cette période, elle avait commencé à se blesser délibérément avec un couteau. Heureusement, Ashley a pu le constater à temps et convaincre Carly de suivre une thérapie pour l'anxiété et le stress, mais celle-ci ne l'a jamais commencé. Elle s'est ensuite vue prescrire un antipsychotique, qui a ensuite été remplacé par un médicament destiné à traiter les symptômes d'un trouble dépressif majeur ou d'un trouble anxieux généralisé. Apparemment, ce médicament lui a été prescrit parce que les spécialistes pensaient qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale qui ne pouvaient pas être traités par des antipsychotiques. Il m'est difficile de juger s'il existe un lien de cause à effet, mais Carly a reçu ce médicament 5 jours seulement avant l'agression de sa mère. La matinée en question était ordinaire. Comme à leur habitude, Ashley et Carly se sont rendus à l'école. Peu de temps après leur départ, Heath est également parti pour son travail. Les personnes qui ont vu Ashley et Carly ce jour-là ont déclaré qu'elles n'avaient rien d'inhabituel ni d'étrange. Selon elles, elles étaient tout à fait normales l'une envers l'autre et ne montraient aucune agressivité. Après le déjeuner, elles sont rentrées chez elles. Heath était encore au travail à ce moment-là. Leur routine du soir était assez simple. Carly sortait généralement promener ses 2 ou 3 chiens en rentrant chez elle. Et pendant que la fille n'était pas là, Ashley allait généralement dans sa chambre pour jeter un coup d'œil aux affaires personnelles de Carly. Mais cette fois-ci, cette inspection particulière était liée au fait qu'Ashley avait été informée par l'une des étudiantes, qui était également une amie proche de Carly. Cette jeune fille était allée trouver Ashley elle-même pour lui confier qu'elle s'inquiétait beaucoup pour Carly ces derniers temps. La raison de cette inquiétude était que Carly commençait à boire et à consommer des substances illicites de plus en plus souvent. Selon son amie, Carly ne pouvait littéralement pas imaginer sa vie sans consommer de l'herbe. C'est comme si elle ne savait pas vivre sans. Redoutant le pire, Ashley s'est donc inquiétée pour Carly, craignant qu'elle n'ait développé une dépendance aux substances illicites. En apprenant cette information, Ashley est entrée dans la chambre de sa fille comme à son habitude. Au bout de quelques instants, elle a découvert 4 appareils servant à fumer des substances illicites. Comme toute mère, elle a eu peur pour sa fille. De toute évidence, Ashley ne voulait pas que Carly, qui avait un tel potentiel, oriente sa vie sur la mauvaise voie. Pendant ce temps, la femme réfléchissait à la meilleure chose à faire. Carly parvint à rentrer chez elle et à entrer dans sa chambre pour découvrir sa mère allongée sur le lit, une vapoteuse à la main. Et je dois dire que la suite de cette histoire est tellement effrayante que je ne suis même pas sûr qu'elle se soit adressée la parole. Carly a probablement quitté sa chambre et est allée dans celle de sa mère pour récupérer l'arme que Ashley gardait sur sa table de chevet pour parer à d'éventuelles situations d'urgence ou pour accueillir des invités indésirables. Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, la jeune fille a tiré 3 fois sur le visage de sa mère. Après avoir tiré sur sa mère, Carly est allée chercher son téléphone dans la cuisine. Elle s'est rendue compte qu'elle aurait dû se débarrasser de son beau-père. Elle lui a donc envoyé un SMS depuis le téléphone d'Ashley pour lui demander quand il prévoyait de rentrer. Après avoir reçu une réponse, la jeune fille a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des SMS à ses amis pour leur expliquer qu'elle était paniquée par la situation d'urgence survenue juste devant chez elle. Étant donné que la plupart d'entre eux étaient encore des adolescents, ils n'avaient tout simplement pas la possibilité de monter dans la voiture et de se rendre chez elle. Ils ont donc commencé à lui poser des questions pour comprendre ce qui s'était réellement passé, mais Carly a répondu avec parcimonie.
Selon certains rapports, l'une des amies de la jeune fille lui a même conseillé d'aller voir la police, mais Carly a refusé. Seule l'une des amies de Carly a fini par lui tendre la main. Et comme elle était mineure à l'époque, je ne donnerai pas son nom. Ainsi, lorsque Carly a appelé cette fille pour lui demander de l'aide, elle est immédiatement allée voir son père et lui a demandé de l'emmener chez son amie. Une fois à l'intérieur, la jeune fille a vu Carly debout au milieu du salon, jouant avec ses chiens. Devant une telle image, elle était même un peu confuse, car la situation n'avait rien d'une situation d'urgence. C'est à ce moment-là que Carly a dit « Tu n'as pas peur des cadavres ?» La jeune fille a ensuite emmené son amie dans sa chambre et lui a montré le cadavre de sa mère, toujours étendu par terre. Elle lui a même montré l'arme, en précisant qu'elle contenait à l'origine 6 balles. Carly a également déclaré qu'elle avait gardé les 3 balles restantes pour son beau-père, qui pouvait rentrer à tout moment selon elle. Elle a ensuite dit à son amie de sortir dans le jardin et de s'asseoir là pendant qu'elle s'occupait de Heath. La jeune fille a fini par suivre ce conseil et est sortie. Par la suite, beaucoup de ceux qui ont enquêté sur l'affaire se sont demandé pourquoi les choses s'étaient passées ainsi et pourquoi elle n'avait pas essayé de s'enfuir. Selon moi, la principale raison de ce comportement était que cette fille avait le même âge que Carly. Et je suppose qu'après avoir vu le corps de la femme morte et son amie avec une arme à la main, elle a décidé qu'il serait plus sûr pour elle d'obéir aux ordres. Selon le témoignage de la jeune fille, des coups de feu ont retenti peu de temps après sa sortie. Il est plus exact de dire qu'un seul coup de feu a d'abord retenti, accompagné des cris d'un homme, puis 2 autres coups de feu ont retenti. Quelques instants plus tard, des bruits de lutte ont retenti. Carly s'est alors précipitée dans l'arrière-cour et a dit à son amie de courir. Finalement, les filles ont sauté le mur et se sont enfuies. On sait qu'à ce moment-là, elles se sont séparées et que l'amie de Carly a couru jusqu'à sa maison, essayant de s'éloigner le plus possible de l'endroit. Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Selon Heath, le beau-père de Carly, il a à peine eu le temps d'ouvrir la porte qu'une arme lui a été braquée sur le visage. Heureusement, la première balle n'a fait qu'effleurer son épaule. Alors qu'il se battait pour sa vie et tentait de prendre l'arme des mains de Carly, plusieurs autres coups de feu ont retenti. Mais aucune de ces balles n'a atteint Heath. Lorsque la jeune fille a réalisé qu'elle n'avait plus de munitions, elle a simplement lâché l'arme et s'est enfuie en courant. Selon lui, au moment de l'attaque, Carly avait l'air d'avoir vu un démon. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que l'homme n'a pas immédiatement réalisé ce qui s'était passé. Il a supposé qu'un cambrioleur avait pu s'introduire dans la maison et que c'était pour cette raison que la jeune fille s'était emparée de l'arme. Il a également pensé que l'auteur présumé de l'agression pouvait encore se trouver à l'intérieur. Ce n'est qu'une fois que Carly s'est enfuie qu'il a décidé d'appeler la police pour demander de l'aide. Pendant que l'homme parlait avec l'opérateur, il a également jeté un coup d'œil rapide à la maison pour voir si des intrus se trouvaient encore à l'intérieur. C'est alors qu'il a découvert le corps d'Ashley. Il gisait toujours sur le sol de la chambre de Carly, une serviette sur le visage. Lorsque les premiers policiers sont arrivés sur place, l'homme gisait dans le salon, horrifié par ce qu'il avait vu. Il a seulement tenté d'expliquer aux policiers à quoi ressemblait Carly et dans quelle direction elle avait pu prendre la fuite. Après une brève conversation, Heath a été emmené à l'hôpital. Okay, sir. Where's your wife? She's dead on the floor of my stepdaughter's room. What's your wife's name? Ashley Smiley. Ashley Smiley. Pendant ce temps, les policiers qui fouillaient toujours la maison ont découvert l'une des caméras de vidéosurveillance installées dans le garage. Elle semble avoir filmé le moment où la jeune fille a attaqué son beau-père. Carly a été retrouvée peu après. Elle marchait sur le bord de la route, à environ 3 km de son domicile. Au cours de l'interrogatoire, il est apparu que Carly et sa mère avaient quelques problèmes. Ses camarades de classe ont révélé qu'elle avait parlé à plusieurs reprises de son intention de commettre un meurtre. Selon eux, elle n'a jamais caché sa haine envers sa mère et son beau-père. Carly estime qu'Ashley ne fait que lui rendre la vie plus difficile et la priver de sa liberté. Une amie de Carly qui était venue chez elle ce jour-là et avait découvert le corps de sa mère s'est également rendue au poste de police pour raconter sa version des faits. La police a également interrogé le père biologique de la jeune fille qui a déclaré que le beau-père de Carly l'encourageait régulièrement à avoir des relations intimes avec lui,
ce qui serait la principale raison d'un tel acte. Il ne disposait toutefois d'aucune preuve pour étayer ses suppositions. Quelque temps après son arrestation, Carly a déclaré qu'elle avait commencé à entendre des voix. Elle aurait récemment commencé à avoir des pensées intrusives extrêmement controversées. À peu près à la même période, les avocats de la jeune fille ont tenté de la faire passer pour folle. Ils n'ont toutefois pas pu confirmer cette hypothèse ni produire de conclusions d'experts. Tout au long du procès, ils ont clamé son innocence. Pourtant, les représentants de l'accusation ont présenté toutes sortes de preuves indiquant que Carly avait bel et bien commis ces crimes. Heath, qui était également présent dans la salle d'audience, a raconté comment il avait trouvé le corps de son épouse. Il a déclaré avoir couru vers Ashley pour prendre son pouls, puis avoir ôté la serviette de son visage pour découvrir son décès. L'une des amies proches de Carly est également apparue dans la salle d'audience pour témoigner. C'est cette même fille qui a abordé Ashley et lui a fait part de ses inquiétudes concernant Carly. Selon elle, Carly traversait une mauvaise passe. Elle avait l'impression que Carly avait choisi la mauvaise voie, mais chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation, la discussion tournait au conflit. C'est pourquoi elle a décidé de se tourner vers sa mère, qu'elle estimait être la personne la plus à même de l'aider. Sur la base de toutes les preuves, des témoignages et des images provenant de plusieurs caméras vidéo, le jury a rendu son verdict et condamné Carly Gregg à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Verdict of the jury is count 1. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. Count 2. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of attempted murder as charged in the indictment. Count 3. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of tampering with evidence as charged in the indictment. Please be seated, Ms. Gregg. First-degree murder is charged in the indictment. Beginning on the first row, ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Yes, sir. Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? You gotta answer out loud, ma'am. I'm sorry. Yes. On the back row, sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? That verdict is proper and unanimous. As to count 2, we, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of attempted murder as charged in the indictment. Beginning on the first row. Ma'am, is that your verdict? Yes. Sir, is that your verdict? Yes, sir. Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Carly Madison Gregg a effectivement été condamnée à la prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre, ainsi qu'à 10 ans supplémentaires pour falsification de preuves. Ses avocats ont tenté d'obtenir une peine de prison à vie assortie d'une libération conditionnelle, mais ils ont échoué. C'est ainsi que s'achève l'affaire Carly Gregg. L'affaire des filles disparues d'Alcácer est un crime très médiatisé qui s'est déroulé en Espagne en novembre 1992. Les discussions autour de ce crime sont toujours d'actualité à ce jour. D'une part, en raison de l'incroyable brutalité de l'atrocité elle-même, perpétrée par les auteurs sur 3 jeunes filles mineures. Et d'autre part, parce que l'affaire, bien que classée, ne semble pas avoir fait l'objet d'une enquête approfondie. Enfin, il existe au moins 2 versions de ce qui s'est passé. L'une d'entre elles est la version officielle, tandis que l'autre est la plus discutée au sein de la société. C'est cette affaire intéressante et effrayante que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alcácer est une petite ville de la province de Valence, en Espagne. Elle comptait environ 7000 habitants au moment des événements. Elle est entourée de petites localités situées à 1 ou 2 kilomètres les unes des autres. Les habitants d'Alcácer considèrent cette ville comme un lieu idéal pour les amoureux de la nature et de la randonnée. C'est d'ailleurs dans cette ville que vivaient les jeunes filles dont la vie a été interrompue au cours des terribles événements que nous évoquerons maintenant. Antonia Gómez Rodríguez était l'une des victimes. Elle est née le 25 mai 1977. Elle avait 15 ans au moment des événements. Selon sa famille et ses amis, elle détestait littéralement le prénom qui lui avait été donné à la naissance et avait demandé à être appelée Tony. La jeune fille attendait avec impatience son 16e anniversaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. L'autre victime, également mineure, s'appelait Maria Deseada Hernández Folch, ou Désirée, comme l'appelèrent ses proches. Elle est née en février 1978. Elle avait donc 1 an de moins que Tony au moment des événements tragiques. Enfin, la 3e victime du crime est Myriam Garcia Iborra. Elle est née le 28 juillet 1978. Elle avait le même âge que Désirée au moment des événements. Toutes 3 ont grandi dans la ville d'Alcácer, que nous connaissons déjà, et étaient les amies les plus proches. D'autres femmes les accompagnaient bien entendu. Par exemple,
Esther Diaz Martinez. Esther se rendait souvent chez ses amies et passait beaucoup de temps avec elles. Cependant, heureusement pour elle, ce jour-là, elle n'a pas pu rejoindre ses amies car elle était malade. Elle avait attrapé la grippe comme ses parents et avait choisi de rester à la maison. Avec le recul, on peut dire que cette décision lui a sauvé la vie. Le 13 novembre 1992, Tony appelle une station de radio locale et demande à l'animateur de jouer la chanson Major Tom, interprétée par le musicien de synth-pop allemand Peter Schilling, pour un groupe d'amis, parmi lesquels se trouvaient toutes les filles mentionnées précédemment. Les jeunes amis semblaient avoir un avenir merveilleux devant eux et profitaient pleinement de leur jeunesse et de la vie en général. Soucieux de son travail, l'animateur de la station de radio a demandé à Tony ce qu'elle comptait faire pendant le week-end. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas de projet précis, mais qu'elle n'allait pas rester à la maison. Aucun des auditeurs de la station de radio n'aurait pu imaginer qu'au bout d'un certain temps, la joyeuse Tony et 2 de ses amis proches allaient disparaître de leur vie. D'après les preuves disponibles jusqu'à présent, on peut déduire que Tony avait passé l'après-midi avec Esther. Elles ont ensuite été rejointes par d'autres amis. Ensuite, elles ont commencé à mettre en place une soirée organisée par leurs camarades de classe dans la ville voisine de Picassant, dans une boîte de nuit nommée Couleur. Il est à noter qu'Esther a changé de version concernant les intentions réelles de ses amis ce vendredi soir. On sait toutefois qu'elles ont quitté la maison d'Esther vers 19h et que plusieurs de leurs connaissances ont aperçu les filles se diriger vers une boîte de nuit. Bien qu'elles aient été aperçues à quelques rues de la boîte de nuit en question, elles ne s'y sont jamais rendues. Selon ces mêmes témoins, les jeunes filles ont décidé, pour une raison ou une autre, de conduire au lieu de parcourir la courte distance à pied. Elles n'avaient pas d'argent pour payer le taxi. En tout cas, elles n'avaient pas l'intention de dépenser de l'argent pour un trajet aussi court. Quelque temps après, les 3 amies ont été aperçues par un autre témoin. Selon ce dernier, elles étaient assises sur le trottoir, au bord de la route, en espérant apparemment arrêter l'une des voitures qui passait. Ce témoin était d'ailleurs un jeune homme nommé Francisco, qui passait près d'elle en compagnie de sa petite amie. Il était un peu plus âgé qu'elle et n'était pas leur ami proche, mais il les connaissait de vue. Il leur a alors gentiment proposé de les conduire au club. Les adolescentes, qui s'attendaient à être déposées, ont accepté sans difficulté et se sont retrouvées en un instant dans la voiture. Comme il l'avait promis, le jeune homme a raccompagné les filles. Cependant, il a dû les déposer un peu plus tôt qu'elles ne le souhaitaient, car sa voiture est tombée en panne. Le témoin suivant a vu les filles marcher dans la rue principale qui traverse la ville Picassant. Il semble qu'elles auraient pu certainement atteindre leur destination à partir de là, mais quelque chose ou quelqu'un les en a empêchées. En général, dans une enquête, c'est la chronologie des événements correctement reconstitués qui joue l'un des rôles les plus importants. Or, dans le cas présent, la chronologie était plutôt approximative et imprécise. En outre, absolument tous les témoins qui ont vu les filles peu de temps avant leur disparition n'ont pas pu indiquer une période précise. D'ailleurs, certains des témoignages les plus intéressants proviennent d'une source apparemment sans aucun lien avec les jeunes filles, qui a pris contact avec elles quelques jours après la disparition des filles. Il s'est avéré que Maria Dolores, une femme de 63 ans, avait aperçu les 3 jeunes filles montées dans une petite voiture blanche à 4 portes après être restées quelques minutes devant sa maison de Picassant. Elle estime qu'il était environ 21h. Elle a même pu estimer à environ 4 le nombre de personnes à l'intérieur du véhicule. Elle a noté qu'ils étaient 3 ou 4, et que tous étaient, selon elle, des hommes. Ce genre de témoignage soulève toutefois quelques questions. La plus évidente concerne la capacité du véhicule en question. En d'autres termes, comment une si petite voiture a-t-elle pu contenir 6 ou 7 personnes ? Malheureusement, Maria ne se souvenait pas de la marque du véhicule. Elle prétendait ne pas s'y connaître beaucoup en la matière. Le moment décrit par la femme correspond probablement à la dernière fois qu'elles ont été vues vivantes. C'est à ce moment-là que le mystère de leur disparition commence. Bien sûr, lorsque les adolescentes ne sont pas rentrées chez elles cette nuit-là, leurs parents se sont inquiétés. Finalement, tous les parents, qui se connaissent bien, ont décidé de se rendre au poste de la garde civile de Picassant. À cette période, la garde civile était l'équivalent de la police ordinaire, et j'utiliserai parfois le mot « police ». À leur arrivée, les parents des jeunes filles ont signalé leur disparition et ont brièvement exposé tous les détails dont ils disposaient. Les recherches pour retrouver les adolescentes n'ont commencé que quelques jours plus tard. Le lundi 16 novembre 1992,
les parents des jeunes filles disparues n'avaient toujours aucune information sur leur lieu de détention. Cette situation a incité les parents à penser qu'il leur était arrivé quelque chose de grave. Elles n'avaient jamais quitté leur domicile pendant une période aussi longue et n'auraient certainement pas fait de fugue, d'autant qu'elles n'avaient pas d'argent sur elles. Tous les éléments dont disposaient les autorités à ce moment-là indiquaient que les adolescentes avaient été enlevées par des inconnus. Au cours de la première semaine suivant la disparition des jeunes filles, les forces de l'ordre ont interrogé leurs amis, leurs parents et d'autres témoins éventuels afin de trouver des indices permettant de savoir où elles se trouvaient. C'est à ce moment-là que la garde civile a essentiellement recueilli toutes les déclarations des témoins clés, y compris les plus importantes obtenues précédemment de Maria Dolores. Il est alors apparu clairement que les jeunes filles ne s'étaient pas rendues à la discothèque où elles étaient attendues. En tout cas, personne ne les avait aperçues là-bas. Le père de Myriam, Fernando Garcia, est sans doute la personnalité la plus connue de l'enquête parmi les parents des jeunes filles disparues. Ses activités n'ont pas toujours été soutenues, mais il se distinguait particulièrement dans le contexte de parents accablés par le chagrin, à la manière d'un cheval de bataille. Bien sûr, il était lui aussi très inquiet, mais son caractère ne lui permettait pas de rester inactif. Il a donc commencé à apparaître sur toutes les stations de radio et dans divers programmes télévisés, ce qui pouvait l'aider à attirer l'attention du public sur l'affaire. Parfois, il apparaissait dans ses émissions en compagnie d'Esther, l'une des amies des jeunes filles, qui, comme nous le savons déjà, se trouvait chez elle au moment des faits. Fernando Garcia a répété à maintes reprises qu'il ferait tout son possible pour retrouver sa fille et ses amis, mais aussi pour que toute la lumière soit faite sur cette disparition. Les actions de cet homme, qui visait principalement à faire connaître l'affaire, ont rapidement porté leurs fruits. Un grand nombre de pistes, souvent très contradictoires, sont arrivées littéralement du monde entier. Des milliers de citoyens sympathisants ont suivi l'enquête chaque jour dans les différents médias. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir l'identité des victimes de l'enlèvement présumé. Les citoyens ont compris que ces filles auraient pu être, en fait, leurs voisines, leurs sœurs ou même leurs filles. Il s'agissait de l'environnement lui-même, qui n'était apparemment pas aussi sûr que beaucoup le pensaient à cette période. C'est la raison pour laquelle les parents des jeunes filles disparues ont suscité tant de sympathie. Cet incident criminel est également devenu une sorte de bombe médiatique pour la plupart des programmes d'information, avec des taux d'audience et de visionnage atteignant des sommets sans précédent. Durant la première phase de l'enquête, la police a mis en place des mesures jugées pour le moins inhabituelles. En d'autres termes, elle a littéralement tenté de faire tomber au moins quelques informations provenant de criminels locaux récemment en fuite et ayant déjà été impliqués dans des enlèvements. Malheureusement pour les forces de l'ordre, ces tentatives sont restées vaines et n'ont permis d'obtenir aucune information sur le sort des jeunes filles. Parallèlement, la mairie d'Alcácer a pris diverses mesures pour retrouver les adolescentes. Elle a imprimé un grand nombre de dépliants avec les photos des victimes présumées de l'enlèvement et les a distribués dans toute la province de Valence. Malgré le grand nombre de versions et de pistes émanant de citoyens ordinaires, la police n'a pu trouver aucune trace des disparus. En décembre 1992, le périmètre de recherche continue de s'étendre. Le ministre de l'Intérieur du pays s'intéresse personnellement à l'affaire, qui continue de faire l'objet d'une large couverture dans tous les médias nationaux. Son intervention a conduit à la création d'une nouvelle agence de police, ou plutôt d'une task force, dont le travail serait comparé à celui du FBI. Baptisée UCO, Unité Centrale d'Opération, cette structure est basée à Valence, la plus grande ville située à proximité des lieux où les adolescents ont disparu, à savoir Alcácer et Picassent. Basée à l'origine à Valence, elle est rapidement devenue une unité d'élite. Au fil du temps, l'affaire est remontée jusqu'au premier ministre espagnol de ces années-là, Felipe González Marquez. À la veille de Noël 1992, il reçoit les familles des jeunes filles disparues dans sa résidence et leur promet de faire tout son possible pour les retrouver. Presque immédiatement après, tous les détails de l'affaire ont été transmis à Interpol. Parallèlement, une nouvelle édition de l'émission de télévision espagnole populaire, Quien sabe dónde, ou Qui sait où, était diffusée de 1992 à 1998 sur Télévision Española. Elle était animée par Paco Lobaton, un présentateur de télévision très connu dans le pays. Son objectif était de retrouver des personnes portées disparues. C'était probablement l'un des programmes les plus populaires de la télévision espagnole à cette période.
L'audience de cette émission reposait en effet entièrement sur l'empathie de la population du pays à l'égard de la douleur ou de la perte d'autrui. Ainsi, lors de l'édition suivante de l'émission, Martin, le frère de Myriam âgé de 8 ans, s'est adressé aux téléspectateurs en lisant son propre texte écrit à la main, et surtout sincère, sur un petit morceau de papier. Le garçon a littéralement supplié les personnes pouvant fournir des informations sur le lieu où se trouvait sa sœur de le contacter. À ce moment-là, Fernando Garcia, le père de Myriam, avait déjà quitté son emploi et s'était consacré à la recherche de sa fille. Il a même planifié plusieurs voyages dans d'autres pays européens pour fournir un compte-rendu détaillé de l'enlèvement des filles aux chaînes de télévision locales. Il a également essayé d'organiser une rencontre personnelle avec le pape Jean-Paul II pour lui parler, ainsi qu'à d'autres croyants, du sort des 3 filles de la ville d'Alcácer. En général, Fernando a téléphoné presque quotidiennement aux studios de diverses stations de radio pour essayer de perturber leur programme et leur rappeler une fois de plus l'affaire. Finalement, l'un de ces appels a marqué le début d'une nouvelle phase de l'enquête. C'est à ce moment-là que l'enquête a enfin démarré. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans le ravin de la Romana, dans la même province de Valence, près du village de Tous. Cela s'est passé le 27 janvier 1993. Le village ne comptait alors que quelques milliers d'habitants. Il ressemblait à un village de banlieue ordinaire. Il était entouré de petites montagnes et de collines. L'un des témoins de la découverte des corps est Gabriel, un retraité de 69 ans. Après avoir pris sa retraite, il s'est mis à l'apiculture. Auparavant, il avait installé son rucher sur une propriété appartenant à son gendre. Ce dernier s'appelait José. Les 2 hommes s'entendèrent bien et passèrent parfois du temps ensemble. Cette fois-ci, ils se sont rendus au rucher en voiture et ont garé leur véhicule non loin de leur destination. Il était environ 10 heures du matin, un temps idéal pour se promener et récolter du miel. Le rucher se trouvait à proximité des ruines d'une vieille maison abandonnée. Une fois sur place, José s'assit pour se reposer et fumer une cigarette, tandis que Gabriel faisait le tour de la maison en ruine. Peut-être à ce moment-là que l'attention du plus âgé fut attirée par l'éclat d'un petit objet posé non loin de lui sur le sol. Malgré son âge, l'homme semblait avoir conservé une excellente vue. En regardant l'objet de plus près, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'autre. Après quelques instants, il cria le nom de son gendre et lui demanda de venir le voir. En s'approchant de lui, José lui dit qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Les 2 hommes s'approchèrent donc lentement du lieu de la découverte. Ils y trouvèrent un amas de brindilles et de pierres éparpillées, apparemment jetées là par quelqu'un pour tenter de dissimuler l'ouverture. Le gendre de Gabriel écarte alors les branches pour découvrir l'objet qui se trouvait en dessous. L'objet en question, qui était maintenant beaucoup plus visible grâce au reflet, était une montre-bracelet. Elle avait une forme assez bizarre et était beaucoup plus grande qu'une montre classique. Mais le plus surprenant n'était pas la montre en elle-même, mais le fait qu'elle se trouvait au poignet de quelqu'un à ce moment-là. Cette découverte a non seulement apporté un certain nombre de nouveaux détails à l'enquête, mais elle a également bouleversé la vision que l'on avait de la sécurité en Espagne à cette période. Avec le temps, l'affaire de la disparition mystérieuse des jeunes filles d'Alcácer a donné lieu à diverses théories du complot et à des rumeurs sur la corruption des forces de l'ordre et des structures politiques. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Dès le premier jour, les activités opérationnelles sur le site où les corps ont été retrouvés ont été entachées par l'incompétence d'un officier, mais aussi par celle de l'ensemble de la brigade de la garde civile arrivée la première sur les lieux. Il a également fallu plusieurs heures à un haut gradé, José Miguel Bor, pour arriver sur le site des fouilles après avoir été autorisé à organiser la récupération des corps des victimes. Il s'est avéré qu'il était déjà impliqué dans le processus de récupération d'un autre corps dans une commune voisine. De plus, lorsque les 2 apiculteurs ont découvert la fosse contenant les corps, ils ont cru qu'il s'agissait d'hommes. Ils ont été déconcertés par la taille de la montre-bracelet que portait l'une des jeunes filles. C'est peut-être pour cette raison que les forces de l'ordre ne se sont pas empressées de s'occuper des corps. Ce jour-là, José Miguel Bor est arrivé sur le lieu de l'enquête de manière plutôt décontractée. Un peu plus tard, une nouvelle task force, sous le commandement de Francisco Bueno de l'unité centrale des opérations, est également arrivée sur place. Elle comprenait également le lieutenant José Miguel Hidalgo Dominguez. Des décennies après l'enquête, il s'est montré extrêmement loquace à propos de l'incompétence de ses collègues de la garde civile. Dans l'ensemble,
Il avait probablement ses raisons. La principale concerne le processus d'excavation lui-même, ou plutôt le grand nombre d'erreurs commises à ce stade. Selon le lieutenant Dominguez, certaines de ces erreurs pourraient compromettre l'enquête. Mais reprenons depuis le début. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans une grande fosse qui semblait avoir été creusée depuis plusieurs mois. Les restes des victimes étaient déjà en phase de décomposition. José Luis Borde a interdit à toutes les personnes présentes sur le site de communiquer avec les représentants des médias, mais aussi, d'une manière générale, de parler à qui que ce soit de cette macabre découverte. Cette interdiction concernait bien sûr également les apiculteurs, qui sont les personnes mêmes qui ont découvert le lieu de sépulture. Il était notamment interdit à la quasi-totalité des agents de police de s'approcher du site sans l'autorisation des membres de la task force. Il faut cependant noter que, d'une manière ou d'une autre, plusieurs membres locaux de la Guardia Civile et leurs collègues des services d'urgence avaient déjà mis le bazar sur le site avant l'arrivée des experts de Valence. Un tel comportement de la part de ces personnes soulève certainement des questions quant à leurs compétences. Selon les protocoles policiers en vigueur dans la plupart des pays, il est d'usage de photographier les scènes de crime ou de découverte de corps avant de mener une quelconque enquête. Dans le cas présent, les forces de l'ordre local ont décidé de ne pas respecter ce protocole et n'ont pris que quelques photos. L'une d'entre elles montrait les corps des jeunes filles et l'autre tous les indices présents sur les lieux. Cependant, il était impossible de voir quoi que ce soit sur ces clichés. L'homme qui était chargé de photographier les lieux où les corps avaient été retrouvés a déclaré avoir arrêté car ses collègues nécessitaient ses services. Passons maintenant à un autre sujet. Au bout d'un certain temps, les corps des victimes ont été retirés de la fosse. Il s'est avéré que les dépouilles se trouvaient depuis tout ce temps non seulement sous une couche de terre et de branches, mais qu'elles étaient aussi partiellement enveloppées dans un tapis. Des données provenant de plusieurs sources publiques ont montré que certains membres de l'équipe d'enquête pensaient que le tapis était bleu. Cependant, les photographies montrent une image très différente. En d'autres termes, sa couleur était plutôt vert foncé ou marron, selon la luminosité. Concernant les autres détails, on peut noter que 2 des 3 filles ont été décapitées et que leurs mains étaient attachées avec une corde noire. Outre les corps eux-mêmes, des objets étrangers ont également été découverts. Il était toutefois assez difficile de déterminer s'ils étaient directement liés au corps ou s'ils s'y trouvaient par hasard. Par conséquent, certains de ces objets n'ont même pas été acceptés comme preuve. Cette circonstance peut peut-être être attribuée aux erreurs commises. Parmi les objets trouvés sur les lieux où les corps ont été découverts, figurait un t-shirt en coton ordinaire de grande taille. Selon les autorités, il pourrait appartenir à l'une des victimes. Dans la fosse, à côté des corps, se trouvait également une veste en velours côtelé déchirée, 2 morceaux de tissu synthétique indéterminé, un morceau de papier déchiré avec une écriture illisible, de la corde, ainsi qu'un os, une phalange de doigts et un segment de colonne vertébrale, probablement provenant d'un animal, ainsi qu'une cartouche de jeu vidéo. Une douille de balle a également été découverte sur place. Certains de ces objets pourraient être utiles à l'enquête, mais la triste vérité est que la grande majorité des éléments de preuve ont ensuite été emballés dans des sacs en plastique. Il semble que ce soit une pratique courante, du moins c'est ce que nous avons souvent vu au cinéma. Cependant, les professionnels de la médecine légale nous contredisent probablement. En effet, les éléments de preuve susceptibles de contenir de petites particules d'humidité n'auraient jamais dû être laissés dans des sacs en plastique ou en papier, surtout pendant de longues périodes. Des bactéries pourraient en effet se développer dans les sacs, ce qui aurait un impact très négatif sur l'état des preuves. C'est précisément ce qui s'est passé dans cette affaire. Mais passons à autre chose. Une fois les corps des jeunes filles retirés de la fosse et leurs parents informés de la macabre découverte, il ne restait plus aux autorités qu'à se lancer à la recherche des auteurs d'un crime aussi effrayant. Les policiers ont dû agir avec une rapidité inhabituelle et, dans l'ensemble, on peut dire qu'ils ont fait un excellent travail. Mais sur quoi devaient-ils se concentrer? Au départ, les autorités ne disposaient d'aucun élément permettant d'identifier les auteurs présumés de ce crime. Or, pratiquement le même jour, un tel élément a été découvert. Il a été découvert lors d'une inspection des zones situées à proximité immédiate du lieu où les restes des victimes avaient été découverts. Il s'agissait de quelques morceaux de papier sur lesquels figuraient les dossiers de patients externes d'un hôpital voisin situé à quelques heures de route au nord-est. Le dossier de consultation externe avait été rempli l'année précédente.
Les informations qui y figurent indiquent qu'il appartient à un jeune homme nommé Enrique Angles, résidant dans la province de Valence. La carte indique également qu'Enrique a été traité pour une forme non spécifiée de maladie vénérienne en 1992. Au cours de la première heure, les agents ont appris que ce dernier souffrait, en plus de tout le reste, d'un retard mental. Cette circonstance les a amenés à penser que la carte de consultation externe relative au traitement de la maladie vénérienne ne lui appartenait pas, mais à son frère Antonio Angles, qui avait simplement décidé de la remplacer pendant son hospitalisation. Dans l'ensemble, Antonio était assez remarquable. Sorti de prison l'année précédente après avoir purgé une nouvelle peine pour un délit lié à la possession et à la vente de substances illicites, il était devenu un personnage notoire dans le milieu criminel. Par ailleurs, parmi les amis proches d'Antonio se trouvait un autre criminel de second ordre nommé Miguel Ricard. Ainsi, toute l'attention des enquêteurs se concentre désormais sur ces deux hommes. Dans un premier temps, les autorités se sont concentrées sur la famille Angles, qui vivrait dans la commune de Catarroja, dans la province de Valence. Le matin du 28 janvier 1993, lorsque les policiers sont arrivés, seuls quelques membres de la famille d'Antonio et d'Enrique étaient présents, dont leur mère. Les policiers se sont immédiatement rendus à une autre adresse pour tenter d'arrêter Miguel Ricard. En effet, cette fois-ci, la chance a souri aux autorités qui ont surpris le jeune homme entrant chez lui en pleine journée. Ricard a immédiatement remarqué la présence de plusieurs policiers sur le seuil de sa propre maison. Pour une raison inconnue, il n'a toutefois pas cherché à se cacher et s'est même approché directement des policiers. Il a finalement été arrêté et emmené rapidement au bureau de la garde civile le plus proche pour être interrogé. Dans l'après-midi, les agents des forces de l'ordre ont finalement commencé à interroger le suspect. Il a été emmené dans une pièce séparée où se trouvaient déjà plusieurs hommes robustes en civil. Miguel a été invité poliment à se présenter et à parler brièvement de lui et surtout de ses antécédents. Le jeune homme a déclaré qu'il venait d'être libéré de prison après avoir purgé une peine pour vol de voiture. Ricard a également mentionné qu'il possédait son propre véhicule, une petite berline blanche Opel Corsa. La voiture de Miguel ressemblait vaguement à celle décrite par l'un des témoins interrogés. Les autorités ont trouvé cette ressemblance troublante et à partir de ce moment, elles ont commencé à considérer Ricard comme le principal suspect. Au cours de l'heure suivante, ils interrogent le jeune homme en détail sur sa voiture. Outre les informations évidentes, ils voulaient également savoir si Miguel avait récemment prêté sa voiture à quelqu'un. Il a d'abord répondu par la négative. Il a ensuite mentionné qu'il lui arrivait de prêter sa voiture à un ami qui s'appelait Antonio Angles. Ayant reçu une telle réponse, les policiers ont particulièrement insisté sur les questions relatives à l'identité d'Antonio et de son frère Enrique. Dans son témoignage sur les frères Angles, Miguel a insisté de manière assez flagrante sur le fait qu'Enrique était une personne inoffensive, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais il ne peut pas en dire autant d'Antonio. Au contraire, il a admis que son ami proche pouvait commettre un acte cruel ou un crime contre la vie humaine. Bien sûr, une telle déclaration de Miguel était officiellement qualifiée de volontaire. De plus, il n'avait fait l'objet d'aucune accusation formelle à ce jour. Les autorités ont profité de son ignorance de la loi et ont obtenu sa déclaration sans exercer de pression habituelle sur lui dans ce genre de processus. Lorsqu'on a demandé à Ricard où il se trouvait tard dans la soirée du 13 novembre 1992, il a répondu qu'il était en prison à ce moment-là. En général, les policiers savaient très bien que le jeune homme purgeait encore sa peine à ces dates. Cependant, il ne disposait pas de données fiables à ce sujet. Néanmoins, un appel rapide à plusieurs gardiens de prison a confirmé leurs soupçons. Aucun des gardiens interrogés à la prison désignée de Miguel n'a pu trouver d'enregistrement, indiquant que le jeune homme y était effectivement détenu ce jour-là. Il n'avait donc tout simplement pas d'alibi. Vers minuit, Miguel Ricard a été informé de ses droits et a été placé en garde à vue dans une cellule de détention. Il est alors devenu un fonctionnaire accusé de complicité dans les meurtres de Myriam Garcia Iborra, Maria Désirée Hernandez Folch et Antonia Gomez Rodriguez. Immédiatement après son inculpation, le jeune homme a déclaré qu'il n'avait plus l'intention de témoigner et a exigé que les policiers lui fournissent un avocat. Au même moment, la plupart des agences de presse avaient déjà investi Alcacer. Pendant les jours, les semaines et les mois à venir, elles se sont acharnées à rapporter les moindres détails de cette affaire très médiatisée, aussi horrible soit-il. De plus, les médias ont littéralement harcelé les parents des victimes, leur posant des questions déplacées
pour savoir ce qu'ils pensent de tout ce qui est arrivé à leur fille. Parallèlement, le jour même de l'arrestation de Ricard par la police, à savoir le 28 janvier 1993, une équipe de 6 experts médico-légaux se préparait à pratiquer l'autopsie des corps des victimes. Les corps des jeunes filles ont finalement été examinés dans l'ordre où ils avaient été retirés de la fosse de la Romana. Le corps de Tony a été examiné en premier. Il s'agit de l'une des 2 victimes à qui il manque une tête. C'est à son poignet qu'a été trouvée la montre qui a attiré l'attention des personnes qui ont découvert les corps. Les experts ont rapidement trouvé sur son corps des signes indiquant qu'elle avait été incitée à plusieurs reprises à avoir des relations intimes avec ses agresseurs. Cependant, les experts médico-légaux ont conclu que la cause de sa mort était une blessure par balle. Ils se sont ensuite attelés à l'analyse du second corps, celui de Désiré. Après un examen visuel, ils ont déterminé que les restes de la 2e victime avaient été partiellement dévorés par un animal sauvage. Comme pour la première victime, la tête de Désiré avait également été séparée du corps. Autre circonstance macabre, l'absence d'un des tétons de la jeune fille. Il semble avoir été retiré par les agresseurs à l'aide d'une pince ou d'un objet similaire. L'examen des organes génitaux de la victime a également révélé des signes de violence sexuelle. La mort de la jeune fille, tout comme celle de Tony, a été causée par une blessure par balle. Cependant, son corps présentait d'autres blessures, principalement causées par des coups portés à l'aide d'une arme contondante. Dans l'après-midi, les experts ont enfin commencé à examiner les restes de la 3e victime. Myriam a perdu un segment entier de son bras droit, ce qui suggère qu'elle a probablement été battue beaucoup plus sévèrement au cours de sa vie, contrairement aux 2 autres filles. L'absence de plusieurs dents en est la preuve la plus flagrante. Cependant, Myriam, comme ses amis, avait été victime d'une atteinte à son intégrité sexuelle. Le 30 janvier 1993, Miguel Ricard finit par parler et livre la première version de son témoignage. L'auteur des faits aurait subi des pressions en ne lui donnant pas d'eau ni de nourriture et en le forçant à garder une posture droite dans le but de le faire parler le plus rapidement possible. Dans le cadre de ses aveux, Ricard raconte aux enquêteurs la chronologie personnelle et subjective des événements de la nuit au cours de laquelle il a enlevé les 3 filles avec Antonio Angles. Selon lui, ils se sont rendus à Picassant pour enlever leurs victimes. Il les aurait fait monter dans un véhicule différent, dont l'apparence contrastait fortement avec celui aperçu par l'un des témoins. En tout état de cause, Miguel affirme qu'ils se sont rendus tous ensemble à la Romana immédiatement après. Au cours de ce voyage, qui, selon l'auteur, a duré environ plusieurs heures, les filles n'auraient exprimé aucune inquiétude particulière et n'auraient pas cherché à quitter le véhicule. Il est clair que certains détails révélés par Miguel n'étaient pas très importants et n'étaient probablement pas tout à fait fiables. Du moins parce qu'il était pratiquement impossible de les vérifier. Poursuivant son récit, Miguel a déclaré qu'une fois arrivé à destination, il a eu des relations intimes avec la jeune Désirée, tandis qu'Antonio est parti avec 2 autres filles. Ricard affirme que l'intimité entre lui et la mineure Désirée était purement consensuelle et a duré environ 20 minutes. Ensuite, 3 coups de feu auraient retenti au loin, provenant de l'arme à feu d'Antonio. À ce stade, le récit de Miguel est devenu encore plus flou. Il n'a jamais pu expliquer précisément ce qui était arrivé aux victimes. Il n'a jamais pu nous dire s'il était directement impliqué dans le meurtre, ni ce qui avait motivé leur passage à l'acte. Immédiatement après le décès des victimes, les 2 jeunes hommes se seraient rendus dans une maison et auraient pris un tapis dans lequel ils auraient enveloppé les corps. Telle est la teneur de la première confession de l'auteur. Une fois de plus, la véracité de cette version était pratiquement invérifiable. Il était donc essentiel pour les autorités de recueillir le témoignage d'un autre complice du crime. Mais comme nous le savons déjà, cela a posé quelques problèmes. En effet, Antonio Angles n'a pas donné signe de vie récemment à aucun membre de sa famille ou de son entourage. Selon les proches du jeune homme, celui-ci appartiendrait à une certaine minorité. En d'autres termes, il n'aimait pas les filles. Dans ces conditions, les autorités ont supposé qu'il eût pu commettre ces crimes uniquement en raison de sa haine des femmes. Bien entendu, aucun des détectives expérimentés n'a pris ces déductions au sérieux. Par conséquent, la présence de la police au domicile de la famille Angles n'a fait qu'augmenter. Tous les membres de la famille, ou presque, ont été réinterrogés dans les jours qui ont suivi. Alors que les zones de recherche d'Antonio Angles s'étendaient et qu'Interpol était impliqué,
les policiers locaux augmentèrent la pression sur Ricard pour qu'il fournisse les données supplémentaires nécessaires pour reconstituer le puzzle. Par exemple, les détectives s'intéressaient à l'emplacement et à l'heure de la mort des filles, ainsi qu'à la façon exacte dont cela s'était produit. Bien sûr, les premières autopsies des corps des victimes ont indirectement apporté des réponses à ces questions. Cependant, il est apparu que l'équipe d'experts médico-légaux avait commis toute une série d'erreurs impensables lors de l'analyse des corps. En effet, avant l'autopsie, les experts avaient lavé les 3 corps presque à l'eau. Par conséquent, une grande partie des éléments de preuve importants auraient pu être irrémédiablement endommagés, voire détruites. Le lendemain de la première autopsie, une deuxième autopsie plus approfondie a été réalisée. Celle-ci a eu lieu à la demande des parents des victimes. Le docteur Luis Frontella Carreras était responsable de cette seconde autopsie. Par ailleurs, plusieurs observateurs officiels étaient présents lors du procès afin de réaliser des enregistrements vidéo. D'une manière générale, le docteur Carreras, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes impliquées dans l'instruction de l'affaire, a tenu des propos très négatifs sur le travail de ses collègues. Il les a accusés d'avoir éliminé toutes les preuves possibles de la surface des corps des victimes, mais aussi d'avoir rassemblé tous les cheveux trouvés sur les corps dans un seul récipient. Il a également déclaré qu'ils avaient jeté d'autres éléments de preuve potentiellement utiles pour l'équipe médico-légale qui seraient parvenus ultérieurement. Les preuves faisaient référence à des larves trouvées sur les cadavres. Tout cela aurait pu conduire à d'importantes divergences lors de la conciliation des témoignages des accusés avec les faits établis lors de l'autopsie, par exemple. Il s'est avéré que les experts médico-légaux ont trouvé un total de 15 poils pubiens, dont 12, à la surprise générale, n'appartenaient ni à Ricard ni à Angle. L'un des poils était gris et n'a pas pu être analysé. En outre, le docteur Carreras a constaté que ses cheveux appartenaient à au moins 5, voire 7 personnes différentes, qui auraient pu être impliquées d'une manière ou d'une autre dans le crime. Comme je l'ai mentionné précédemment, les asticots trouvés sur les corps des victimes ont simplement été écartés par la première équipe d'experts. C'est pourquoi Carreras n'a pu les étudier qu'à partir des photographies prises lors de la première autopsie. Selon l'expert, la taille des larves était très variable et ne correspondait pas tout à fait à l'état de décomposition des corps des victimes. Sur la base de ces spéculations, il a été possible de conclure que les adolescentes avaient été enterrées ailleurs et que ce n'est que quelque temps plus tard que les auteurs, quels qu'ils soient, avaient déplacé leurs corps pour les conduire à l'endroit définitif. Enfin, le médecin a suggéré que les corps des jeunes filles avaient pu rester peu de temps dans l'eau. C'est ce qu'indique l'absence de lividité et d'échymose sur leur corps. Peu de temps après, Ricard a fait de nouveaux aveux. Dans le cadre de la deuxième version des faits, Miguel a fourni beaucoup plus de détails, ce qui a aidé les enquêteurs à mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a raconté ce qui s'était passé entre le moment où il avait enlevé les filles dans la ville de Picassant et celui où il les avait enterrées dans une fosse à la Romana. Selon le jeune homme, après avoir enlevé les filles, il les a emmenées à la Romana. Ce point avait déjà été établi. En chemin, l'une des filles enlevées s'est mise à crier et a tenté de sortir de la voiture, sans succès. Cette circonstance a déséquilibré Antonio Angles, qui l'a frappé au visage avec un pistolet, lui arrachant plusieurs dents. Ces détails contredisent complètement l'histoire qu'il a racontée précédemment, selon laquelle les jeunes amis étaient partis avec eux de leur propre gré. Cependant, lors de ses seconds aveux, Miguel a déclaré qu'Angles et lui avaient emmené les jeunes filles dans une cabane abandonnée de la Romana pour les inciter à avoir des relations intimes. Il faisait apparemment référence aux ruines situées à proximité desquelles les corps des victimes avaient été retrouvés. Au final, de nombreux détails de la première confession de Ricard ont changé. Cette fois, il a admis que lui et Antonio avaient utilisé son véhicule pour commettre l'enlèvement. Quoi qu'il en soit, alors que certains inspecteurs travaillent avec Miguel, d'autres sont toujours à la recherche du principal suspect, Antonio Angles. On ne peut pas dire qu'Angles ait disparu sans laisser de traces. Du moins, cela ne semblait pas être le cas au premier abord. Au contraire, il a semblé délibérément laisser aux autorités des indices et des informations sur sa localisation. Au cours des premiers jours de sa recherche, la police a reçu plusieurs rapports de témoins qui ont vu le jeune homme et ont même eu des contacts avec lui. L'un d'eux était un chauffeur de taxi qui, durant les premiers jours, a conduit le criminel dans toute la ville, ignorant qu'il était recherché par la police.
un autre était un coiffeur. Selon lui, Antonio s'est adressé à lui pour obtenir de l'aide et lui a demandé de recolorer ses cheveux en une teinte plus foncée et banale. Auparavant, il portait exclusivement des cheveux clairs. À la même période, Angles avait essayé de louer une chambre dans l'un des motels, mais on lui avait refusé. La raison de ce refus était tout à fait banale. L'employé de la réception a simplement reconnu l'auteur de l'infraction. Ce n'est pas surprenant. À ce stade, il était sans doute l'un des hommes les plus recherchés d'Espagne. Il lui était pratiquement impossible de s'échapper du pays sans rencontrer de problème, et il était bien sûr hors de question pour lui d'utiliser son vrai nom et ses vrais papiers. Malheureusement, cette fois-ci, les policiers sont arrivés trop tard sur les lieux où le criminel avait été vu précédemment et Antonio a réussi à prendre la fuite. Il est depuis lors devenu une priorité pour les forces de l'ordre. C'est du moins ce qu'affirment les hauts fonctionnaires. Dans un premier temps, tous ont affirmé unanimement que la police était sur la piste du criminel et qu'elle l'attraperait certainement un jour. Mais ils semblaient avoir une longueur d'avance sur eux et anticipaient toutes leurs actions. Au début du mois de février 1993, de nouvelles informations sur le fugitif ont été diffusées. La police a été contactée par un homme se présentant comme chauffeur de camion. Selon lui, il l'avait découvert la veille à l'arrière de son camion. Angles était différent de celui qui figurait sur les photos d'orientation de la police. Sa pilosité faciale avait notamment changé. Il se pouvait donc qu'il ait volontairement modifié son apparence pour se faire passer pour une autre personne. Depuis lors, les autorités ont régulièrement reçu des rapports faisant état d'un jeune homme correspondant à la description d'un criminel recherché, parcourant le pays en se faufilant dans des conteneurs de camions vides. À un moment donné, la police a été contactée par des employés d'une compagnie maritime qui ont déclaré avoir trouvé un homme de la même description à bord de leur navire. Ce dernier devait se rendre en Irlande. Malheureusement, les marins n'ont pas réussi à retenir l'invité indésirable qui a réussi à sauter par-dessus bord dans l'océan. Tout cela ressemble évidemment à des rumeurs inventées par la presse ou par les autorités qui ont perdu toute envie de poursuivre le fugitif. Cependant, même si ces rumeurs étaient inventées, elles se répétaient d'année en année. Le 2 mars 1993, Miguel Ricard fournit à nouveau de nouveaux détails sur le crime qu'il a commis avec son complice Antonio Angles à l'encontre de 3 jeunes filles mineures. Cette fois, l'accusé décrit l'arme dont Antonio Angles disposait au moment des faits. Selon lui, il s'agissait d'un pistolet de 9 mm qu'il avait précédemment acquis dans la rue. L'arme en question était pratiquement introuvable, mais Miguel a assuré qu'elle avait été utilisée dans d'autres crimes violents par le passé. En outre, Ricard a déclaré que les délits sexuels commis à l'encontre des victimes avaient principalement eu lieu dans les ruines situées à La Romana, non loin de l'endroit où les corps des victimes ont finalement été enterrés. La police a admis que les principaux actes d'agression contre les filles auraient pu avoir lieu ailleurs, mais comme elle n'avait que peu ou pas de moyens de le prouver, elle a dû s'en remettre au témoignage de Miguel. Parallèlement, l'inspection des ruines en tant que lieu de l'incident n'a révélé aucune preuve de l'action s'y étant déroulée. Il est également important de noter que Ricard a tenté de justifier ses actes en se référant aux menaces que son ami aurait proférées à son encontre. En effet, Angles les avait contraintes à avoir des relations intimes en les menaçant avec des armes. Miguel a également mentionné qu'il n'était pas avec les victimes en permanence cette nuit-là. Selon lui, à un moment donné, ils ont simplement attaché les filles et sont allés dans la ville de Catado, située dans la province de Valence, pour manger et boire dans un bar local. Ce n'est qu'ensuite qu'ils sont retournés sur les lieux pour achever les victimes une fois pour toutes. Il convient de noter que l'enquête sur cette affaire a été extrêmement longue et difficile, ce qui n'est pas négligeable. Cela est dû non seulement à la lenteur de la justice espagnole, mais aussi aux agissements de Fernando Garcia. Je rappelle que ce dernier était le père d'une des victimes. Nous aborderons ses actions et sa vision de l'enquête elle-même un peu plus tard. D'une manière générale, le procès a débuté. La première audience de l'affaire de l'enlèvement et du triple meurtre des sœurs d'Alcácer a débuté le 12 mai 1997 dans la deuxième section de l'Audiencia provinciale de Valence. Miguel Ricard a enfin franchi le seuil de la salle d'audience, plus de 4 ans après son arrestation formelle. Le procès était présidé par Mariano Tomás Benítez, un juge bien connu en Espagne, qui a été directement impliqué dans de nombreuses procédures législatives et pénales importantes dans le pays. Au cours de la première phase du procès,
l'accusation a tenté de discréditer le caractère et le profil psychologique de l'accusé. En d'autres termes, les experts impliqués dans l'affaire ont soutenu que Ricard avait agi uniquement en tant que complice d'Antonio Angles, alors que Miguel lui-même a régulièrement déclaré qu'il avait agi sur ordre de son ami, craignant pour sa vie. En outre, Ricard s'est vu attribuer un avocat commis d'office dans les premiers jours de sa détention, mais pour une raison inconnue, il n'en était pas satisfait et a ensuite changé d'avocat 7 fois au total. Son dernier représentant légal était Manuel López Almanza. En sa qualité d'avocat principal de l'accusé dans l'une des affaires les plus médiatisées du pays, Manuel a dû examiner plus de 8000 documents relatifs au procès qui avait commencé. Ces documents comprenaient d'innombrables rapports d'experts, les aveux répétés et divergents de Miguel, ainsi que les preuves et les dossiers de police accumulés au cours des années d'enquête. Le procès a duré près de 3 mois. Le moment le plus surprenant de toute la procédure a sans doute été la déclaration de l'avocat de l'accusé, qui a affirmé à plusieurs reprises que les autorités ne disposaient que d'un seul élément de preuve permettant de relier son client et Antonio Angles au crime, un papier d'un hôpital voisin, délivré au nom d'Enrique Angles. Il est vrai que peu de preuves ont été trouvées sur le site où les corps ont été retrouvés. De plus, l'équipe qui a travaillé sur place avant l'arrivée des professionnels a commis des erreurs assez grossières, comme je l'ai déjà mentionné. Ils n'ont même pas photographié correctement l'aspect immaculé du lieu lui-même. De plus, ils ont regroupé toutes les preuves en une seule pile afin de ne pas avoir à photographier chaque élément individuellement. Cependant, la première procédure d'autopsie, et en particulier l'enregistrement vidéo de celle-ci, a soulevé de nombreuses autres questions. Elle a été fournie sans son, et sa durée a été considérablement réduite. Par conséquent, au lieu de l'enregistrement de plusieurs heures, seule une petite partie extrêmement chaotique de la procédure a été présentée au tribunal. D'une manière générale, comme je l'ai déjà précisé précédemment, l'enquête sur cette affaire a consisté en une série d'erreurs. L'enregistrement de la seconde autopsie était également de mauvaise qualité. Il semblait avoir été réalisé à la hâte et ressemblait davantage à une répétition de la première autopsie. Bien entendu, les résultats de l'autopsie contenaient un grand nombre de preuves matérielles. Il était difficile de le nier. Sans elles, l'accusation et le tribunal n'auraient rien eu à se mettre sous la dent. Les aveux du seul accusé en possession des autorités n'étaient pas particulièrement fiables. De plus, Miguel Ricard a modifié son témoignage à plusieurs reprises pendant sa détention et a ajouté de nouveaux détails. Il a même affirmé à plusieurs reprises qu'il s'était menti à lui-même sous la pression des membres de la garde civile. Ces derniers l'auraient menacé, lui et ses proches. Cependant, le procès a pris une tournure logique. Plusieurs membres du public attendaient avec impatience des informations sur le sort de l'accusé, qui ont été communiquées un peu plus tard, en septembre 1997. Le juge Mariano Tomás Benítez a rendu son verdict et a condamné le criminel à 170 ans de prison. Au cours du long procès, Ricard a été reconnu coupable des délits d'enlèvement, d'assassinat, d'incitation à l'intimité et de dissimulation de preuves. Au premier abord, il aurait pu paraître à la majorité des citoyens ayant suivi le déroulement de cette affaire fortement médiatisée que Miguel Ricard ne renoncerait jamais à sa liberté. Pourtant, en 2013, le criminel a été libéré. Une telle issue semble incroyable, surtout si l'on considère la peine encourue par Ricard. Aussi, avant d'expliquer comment le condamné est parvenu à recouvrer la liberté, il convient d'apporter quelques précisions sur le fonctionnement du système judiciaire en Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne fait partie de l'Union européenne, ce qui influence les différents processus en cours dans le pays, en particulier en ce qui concerne l'existence de plusieurs lois et règlements relatifs aux peines d'emprisonnement. Pendant de nombreuses années, la peine maximale qu'un criminel pouvait purger dans une prison était de 30 ans. Cette durée pouvait toutefois être réduite en fonction de la bonne conduite du délinquant ou de sa participation à des activités de réinsertion en prison. Cependant, dans les années 90, lors du procès d'Henri Parot, membre d'une organisation terroriste séparatiste basque, le gouvernement espagnol a préféré se réserver le droit d'imposer des restrictions de liberté plus sévères aux criminels particulièrement violents, y compris l'emprisonnement à vie. Henri Parot a d'ailleurs été condamné à une peine de 48 ans de prison. Comme vous le comprenez, cette condamnation, ainsi que celle de Miguel Ricard, pourrait signifier qu'il ne sera plus jamais libre. Pourtant, il y a eu des précédents dans l'histoire du monde, grâce auxquels la décision du tribunal a finalement été révisée. C'est précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Ricard. En 2013,
le représentant légal du condamné a porté l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné raison à ce dernier. En effet, les représentants de la Cour ont estimé qu'une peine d'emprisonnement aussi longue constituait une peine extrêmement cruelle et injustifiée. Il faut dire qu'ils ne se sont pas préoccupés de la gravité de l'infraction commise ni des chances de réinsertion du condamné. Ainsi, Ricard n'a passé que 20 ans en prison. Pendant son incarcération, il semblait être devenu une personne complètement différente. Il est devenu un homme corpulent, chauve, barbu et au regard éteint, à l'opposé du jeune garçon qu'il était auparavant. Lorsque Miguel a quitté les murs du pénitencier, il a soigneusement couvert son visage pour éviter d'être reconnu par les journalistes qui attendèrent dans les environs. Ces derniers espéraient qu'il se montre et fasse quelques remarques, mais il choisit de rester silencieux et se dirigea lentement vers la gare. Avec l'argent gagné en prison pendant son incarcération, Miguel achète un billet et monte à bord d'un train à destination d'une localité voisine. De là, Ricard a pris une voiture et s'est rendu à Madrid. Le lendemain, il a accordé une seule interview téléphonique à une chaîne de télévision locale, au cours de laquelle il a déclaré qu'il n'était pas coupable des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il a également rejeté la faute sur les procureurs qui, selon lui, l'avaient piégé. Bien entendu, à sa libération, Ricard n'a reçu aucun accueil chaleureux nulle part en Espagne. Après avoir passé la moitié de sa vie consciente derrière les barreaux, il est devenu l'une des personnes les plus détestées du pays. Les personnes qui l'entouraient étaient véritablement rejetées et tenues à l'écart, surtout lorsqu'elles reconnaissaient sa culpabilité. C'est pour cette raison que Miguel a préféré se tenir à l'écart de la société. À ce jour, l'affaire des jeunes filles disparues d'Alcácer est officiellement considérée comme résolue. Cependant, on ne sait toujours pas où se trouve l'un des suspects. Il est peut-être parti depuis longtemps. Il est donc temps de s'intéresser à la version alternative du crime que Fernando García et Juan Ignacio Blanco ont si activement promue. Le père d'une des victimes a tout fait pour retarder le procès. Puis, il l'a ouvertement critiqué à l'issue de celui-ci. Il a notamment critiqué le travail des forces de l'ordre, du procureur général et du juge lui-même qui, à première vue, a prononcé une décision et une peine logique à l'encontre de l'un des auteurs du crime. Peut-être devrions-nous revenir en arrière afin de mieux comprendre les motivations de Fernando García. Le 9 mai 1997, Fernando García, le père de Myriam, a demandé au procureur et au juge de reporter le procès de l'affaire, au moins pour un certain temps, en tant que représentant autorisé des 3 familles de victimes. Comme nous le savons déjà, cette requête a été acceptée peu avant le début du procès. Il estimait en effet qu'il aurait dû recueillir beaucoup plus de preuves et lancer de nouvelles recherches sur les restes des victimes et d'autres éléments à l'aide de tests ADN. La raison principale pour laquelle Fernando voulait reporter le procès était l'information donnée par le docteur Carreras. Je rappelle que le docteur Carreras est le médecin qui a pratiqué la 2e autopsie sur les corps. Ainsi, selon le médecin, l'un des segments du tapis dans lequel les restes des jeunes filles étaient enveloppés contenait de l'ADN non testé. Autrement dit, le tapis lui-même contenait soit une tache de sang, soit une semence humaine qui n'avait pas été correctement analysée par les autorités. Le médecin lui-même n'avait pas été en mesure d'effectuer de tels tests, car la technologie nécessaire n'était pas disponible dans le pays à ce moment-là. Fernando était donc complètement absorbé par cette idée, parfois obsessionnelle. Le fait que son propre mariage s'effondrait ne l'a même pas arrêté, et ce n'est même pas que sa femme voulait le quitter. Non, c'était encore plus tragique que cela. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était gravement malade. Elle s'est donc retrouvée pratiquement seule face à la maladie la plus grave. Mais là encore, son mari ne semblait pas s'en préoccuper. Il se concentrait sur une seule chose, défendre la vérité. Au départ, Fernando, comme beaucoup d'autres personnes concernées, attendait avec impatience le procès et le jugement final de ce dernier. Mais lorsqu'il s'en est approché, il a commencé à penser qu'il avait commis des erreurs de calcul. Il doutait en effet de l'intégrité de l'enquête menée par les forces de l'ordre du pays. De plus, près d'1 an auparavant, il avait miraculeusement eu accès à plusieurs rapports de police décrivant l'évolution de l'enquête elle-même. À cette période, Fernando avait déjà acquis de nouvelles connaissances et, surtout, noué un certain nombre de nouveaux contacts. L'une d'entre elles était Juan Ignacio Blanco, criminologue de renommée nationale et auteur d'un livre intitulé True Crimes. À la même période, Juan Ignacio Blanco animait une émission de télévision relativement populaire entièrement consacrée aux affaires criminelles les plus médiatisées.
Il s'est avéré que, à ce moment-là, l'homme était déjà sérieusement intrigué par l'affaire des sœurs Alcácer disparues et menait sa propre enquête qui avait capté presque toute son attention. Juan a également eu accès à certains dossiers à la suite d'une rencontre fortuite avec Fernando et les deux hommes sont arrivés à la même conclusion. Les autorités n'avaient pratiquement aucune preuve contre Miguel Ricard ou Antonio Anglès. Bien sûr, ils ont réalisé que les forces de l'ordre disposaient d'une confession de l'un des auteurs, mais celui-ci a pu prétendre, sous la pression incroyable de la police, qu'il avait menti au dernier moment. Et alors ? Néanmoins, ni Fernando ni Juan ne croyèrent vraiment que Ricard et Anglès aient pu agir seuls. Non, ils ne contestaient pas leur culpabilité, mais selon eux, ces criminels de seconde zone n'étaient qu'une partie de quelque chose de plus grand. Ils étaient donc devenus des boucs émissaires, alors que les grandes figures de la criminalité organisée restaient dans l'ombre pendant tout ce temps. Les hommes ont même commencé à soupçonner certains membres du système judiciaire local de connivence avec des éléments criminels puissants. Quoi qu'il en soit, ils ne trouvaient pas d'autre explication au fait que les autorités n'avaient pas vu la situation telle qu'ils la voyaient. Les déclarations de Fernando et Juan donnaient l'impression qu'ils avaient inventé une nouvelle théorie du complot et qu'ils étaient parmi les premiers à y croire. Ils ont volontiers participé à diverses émissions télévisées et ont fait des déclarations très médiatisées, accusant de hauts fonctionnaires et des représentants des forces de l'ordre d'être complices du crime. Parallèlement, Fernando lui-même n'a pas oublié d'accuser les membres de la garde civile espagnole qui ont participé au processus d'exhumation des corps. Selon lui, ces derniers ont été tellement incompétents qu'ils ont perdu ou détruit des preuves importantes. Bien sûr, il n'était pas le seul à penser ainsi, mais son excès de zèle a semé la discorde entre les familles des victimes. La famille de Tony a continué à le soutenir comme avant, mais les proches parents d'une autre victime, Désirée, lui ont conseillé de ne pas aller plus loin et de ne pas alerter les autorités. La mère de Désirée ne voulait surtout pas que le nom de sa fille soit lié, de quelque manière que ce soit, à l'enquête alternative ou parallèle menée par Fernando et Juan. Il faut dire que les hommes étaient hors d'atteinte. Ils pensaient que les filles étaient victimes d'un grand groupe criminel dirigé par des hommes politiques et des hommes d'affaires puissants, et couverts par les forces de l'ordre. Selon eux, ce groupe criminel produisait et vendait de courtes vidéos montrant de véritables tortures et abus sur des mineurs. Ces allégations ont pris une tournure beaucoup plus importante dès que Juan Ignacio Blanco a commencé à parler ouvertement de la prétendue vidéo de victimes d'enlèvement qu'il détenait. Selon lui, cette cassette lui a été remise par un pasteur d'Alcácer. Ce dernier lui aurait dit qu'un homme impliqué dans le crime lui avait remis la cassette, car il se sentait coupable. Juan affirme lui-même avoir fourni une copie de la vidéo au ministre espagnol de l'Intérieur à la même période. Il est difficile de juger de la véracité de ses propos. Si cette vidéo a réellement existé, pourquoi les autorités espagnoles n'ont-elles pris aucune mesure pour identifier les autres personnes impliquées dans le crime ? L'image de Fernando Garcia et de Juan Blanco y est peut-être pour quelque chose. Garcia et Blanco ont déployé des moyens considérables et consacré beaucoup de temps à la diffusion de leurs théories alternatives. Pourtant, ils ne disposaient d'aucune preuve concrète et n'ont fait que lancer des accusations à l'encontre de personnes respectées. En juillet 2009, après une longue série d'échecs, les deux hommes se retrouvent en difficulté. Ils ont participé à un documentaire sur le procès de Miguel Ricard. Tout au long du film, ils accusent le procureur général, Enrique Beltrán, d'être de connivence avec d'autres hauts fonctionnaires pour étouffer l'affaire. Inutile de préciser qu'après de telles accusations, les deux hommes encourent de lourdes amendes, voire de véritables peines de prison. Dans un premier temps, l'accusation a demandé à ce qu'ils soient condamnés à 16 ans de prison, mais le tribunal s'est montré beaucoup plus indulgent à leur égard. Après s'être perdus dans l'ombre pendant un certain temps, Fernando et Juan refont surface en 2013. Ils ont annoncé leur intention de rendre publique la vidéo qu'ils détenaient. Ils ont même menacé de le faire sur l'une des plateformes de partage de vidéos afin de forcer le gouvernement espagnol à agir et à purger ses rangs. Mais ils n'ont jamais réussi à mettre leurs menaces à exécution. Selon eux, ils n'ont pas pris cette mesure parce que les personnes exposées par la vidéo essaieraient certainement de tout faire pour les éliminer. Finalement, si Fernando et Juan ont obtenu une certaine publicité, ils ont aussi essuyé une perte financière importante. Marianne Bachmeier est née le 3 juin 1950 à Sarstedt, une petite ville du Land de Basse-Saxe en Allemagne de l'Ouest.
Ses parents s'y sont installés juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour fuir les persécutions subies par son père, ancien officier SS et membre du Parti national-socialiste allemand. Marianne a été élevée dans une famille conservatrice et religieuse. D'après la rumeur, elle n'a pas eu une enfance heureuse en raison de cette situation. Son père était autoritaire, violent et alcoolique. Il passait plus de temps dans un bar proche de la maison qu'avec sa famille. Sa mère, quant à elle, ne manifestait aucune émotion ni inquiétude à l'égard de sa fille. Leur contact était très rare et elle ne passait pratiquement pas de temps ensemble. Sa mère ne semblait pas du tout intéressée par ses activités. Au fil du temps, la dépendance à l'alcool a rendu le père de la jeune fille encore plus agressif envers sa famille. C'est pour cette raison que sa mère a décidé de le quitter. Marianne ne semble pas attristée par ce départ. Au contraire, elle pensait enfin pouvoir devenir libre et heureuse. Mais sa mère se remaria bientôt à un autre homme qui se révéla tout aussi violent que son père. Marianne s'est souvent opposée à ce dernier, le qualifiant de dictateur. Malheureusement, au lieu de prendre son parti, la mère de la jeune fille a toujours soutenu son mari et, lors d'une des nombreuses disputes, l'a chassé de la maison. Une fois dans la rue, Marianne a été victime à plusieurs reprises d'actes illégaux de la part de différents individus. À la suite de l'un de ces incidents, elle est tombée enceinte. En 1966, à l'âge de 16 ans, elle a donné naissance à son premier enfant. Faute d'un logement convenable et d'un revenu régulier, Madame Bachmeier a été contrainte de faire adopter son premier-né. 2 années après, la jeune fille se retrouve de nouveau enceinte du même jeune homme qu'elle fréquentait à ce moment-là. Malgré des relations malsaines avec ce dernier, Marianne a tenu à conserver le fœtus. Cependant, peu après la naissance du bébé, elle a été victime d'une agression physique de la part d'un homme inconnu. Cette expérience désagréable a provoqué de nombreux problèmes psychologiques chez la jeune fille. De plus, son compagnon a décidé de la quitter, la laissant seule avec un enfant sans moyen de subsistance. Elle a donc dû le confier à nouveau à une famille d'accueil. Au bout d'un certain temps, Madame Bachmeier abandonne complètement l'école et commence à chercher un emploi pour subvenir à ses besoins. C'est à cette occasion qu'elle rencontre Christian Bethold. Il était le gérant du bar où elle avait commencé à travailler. Peu de temps après, ils ont commencé à sortir ensemble. Quelques mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte de son 3e enfant. Cette fois, elle était prête à s'occuper de son éducation car elle disposait d'une source de revenus permanente. Christian n'était toutefois pas d'accord avec cette décision et les 2 jeunes gens ont mis fin à leur relation. Il convient de noter que le fait de se séparer du père de l'enfant n'a en rien affecté la décision de Marianne d'accoucher. Le 14 novembre 1972, la jeune fille donne naissance à son 3e enfant, une fille appelée Anna. La mère de Marianne exige qu'elle abandonne cet enfant ainsi que les 2 autres, mais Marianne refuse. Elle n'aurait pas pu supporter le remords d'abandonner une nouvelle fois son enfant. Bachmeier a donc pris la décision d'être une bonne mère. Elle a notamment subi une opération qui lui a ôté toute chance de concevoir. Comme elle l'a admis plus tard, c'était tout à fait normal à cette période. Depuis, la jeune fille et son enfant se sont installés à Lübeck. Malgré les difficultés rencontrées, Marianne se sentait heureuse. Anna était la seule personne de sa vie qui ne lui voulait pas de mal et ne lui en faisait pas. Néanmoins, pour pouvoir élever seule sa fille, Marianne a dû l'emmener avec elle au bar. Elle ne pouvait donc s'occuper de son enfant que lors de ses rares pauses au travail. Les années passent et Anna prend de l'âge. Les proches de Madame Bachmeier ont remarqué qu'elle traitait sa fille comme une adulte, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle lui demandait indépendance et responsabilité. Anna était quant à elle une enfant extravertie et créative. Elle était souvent livrée à elle-même, surtout les jours où sa mère travaillait tard dans la nuit et dormait ensuite toute la journée. Marianne sait que ce mode de vie n'est pas adapté à l'éducation d'un enfant. Elle envisageait même de placer Anna dans une famille d'accueil, mais elle faisait tout pour éviter d'y penser. Cela dit, Anna, âgée de 7 ans, profitait pleinement de cette liberté. Elle a exploré leur quartier, se promenant seule ici et là. Elle a rencontré diverses personnes, dont certaines avaient manifestement des intentions contradictoires, et a joué avec les animaux domestiques. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans une situation délicate. Les faits se sont produits le 5 mai 1980. Marianne se serait disputée avec sa fille parce que celle-ci s'était réveillée de mauvaise humeur et avait décidé de sécher l'école.
La jeune fille a dit qu'elle voulait aller au parc pour jouer avec ses amis. Finalement, Marianne a cédé et a laissé Anna partir, sans se douter de ses véritables intentions. Ce soir-là, en rentrant du travail, Marianne a remarqué qu'elle n'était toujours pas rentrée. Elle attendit encore quelques heures dans l'espoir de la voir réapparaître, mais elle ne donna aucun signe de vie. Marianne a alors décidé de sortir dans la rue pour essayer de la retrouver par ses propres moyens. Elle a interrogé certains des amis de sa fille, ainsi que leurs parents, dans l'espoir de découvrir quoi que ce soit sur le lieu où Anna pouvait se trouver. Mais personne ne savait rien. Elle avait tout simplement disparu. Consciente qu'elle ne pouvait pas agir seule, Madame Bachmeier a contacté les forces de l'ordre et a signalé l'incident. Le lendemain, une autre personne perturbée s'est présentée au poste de police pour dénoncer son futur fiancé. Elle a déclaré que son colocataire avait apparemment commis le meurtre d'une fille qui venait parfois jouer avec les chats dans leur appartement. Il lui avait en tout cas avoué les faits. Elle a notamment ajouté que la jeune fille s'appelait Anna. Après avoir écouté le témoignage de la femme, la police a conclu qu'un homme de 35 ans, Klaus, était bel et bien l'auteur du meurtre et qu'il s'était ensuite senti coupable. En d'autres termes, sa conscience ne le laissait pas en paix. Il a donc raconté en détail à sa fiancée ce qui s'était passé. Selon elle, cela a provoqué une grande dispute entre eux, à la suite de laquelle Klaus s'est rendu dans l'un des bars et a bu jusqu'à perdre connaissance. L'homme était déjà sous le coup d'une enquête judiciaire. Il avait déjà été condamné pour atteinte à l'intégrité sexuelle de 2 jeunes filles. Pendant sa détention, une évaluation psychologique a été menée dont les résultats ont montré qu'il présentait une dépendance à l'attirance pour les mineurs. Il était également pratiquement incapable de se maîtriser. En conséquence, le délinquant a été envoyé dans un centre de soins psychologiques plutôt que dans une prison. Après plusieurs années, les autorités lui ont proposé une castration chimique très douteuse en échange d'une libération anticipée. Klaus a accepté sans trop réfléchir. Il convient de noter que cette procédure est et a toujours été pratiquement indolore. En effet, la personne qui a commis ces actes ou d'autres actes illégaux reçoit une série d'injections contenant un médicament qui réduit l'activité des hormones responsables de l'excitation et de l'attirance. Selon cette théorie, un criminel ayant subi une telle correction ne commettrait plus jamais d'atrocité. Cependant, selon les experts modernes, une telle mesure n'est pas en mesure d'éliminer complètement les pensées obsessionnelles et les fantasmes d'un individu. En effet, dans le cas présent, elle s'est révélée totalement inefficace. Cela est dû au fait que la procédure décrite ci-dessus était facilement réversible. Néanmoins, Klaus a été libéré et, peu de temps après, il n'a plus été soumis au contrôle des autorités. Plusieurs années plus tard, Grabowski a suivi une thérapie hormonale afin d'inverser les effets de la castration chimique et d'augmenter son taux de testostérone. Les forces de l'ordre n'ont généralement pas découragé cette démarche. Cela est principalement dû au fait qu'il leur a déclaré vouloir fonder une famille. Il se donnait ainsi l'image d'un homme menant une vie normale et épanouie. Afin de maintenir cette image et de gagner sa vie, il a ouvert une petite boucherie. Au fil du temps, il a presque été oublié par son entourage. Le lendemain du meurtre d'Anna, la police se présente chez Klaus, mais il a pris la poudre d'escampette. Il a emporté le corps de la jeune fille et laissé un mot à sa fiancée. Il lui demande de le rejoindre le soir même dans un bar afin de discuter de la situation. Les autorités profitent de l'occasion pour l'arrêter dès qu'il se présente au bar. Immédiatement après son arrestation, Grabowski a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de toucher Anna au départ. Il s'est défendu de la manière la plus dégoûtante qui soit. Selon lui, c'est la fillette de 7 ans qui a commencé à le séduire et à lui extorquer de l'argent. Il a affirmé que la fillette l'avait manipulé en lui disant qu'elle parlerait à sa mère de sa tentative d'attouchement. Klaus a ensuite indiqué qu'il avait caché le corps de la victime dans une boîte en carton qu'il avait laissée sur la rive d'un canal voisin. Marianne est choquée et anéantie lorsque les autorités viennent lui annoncer la mort tragique de sa fille. Pourtant, la pire phase de sa vie n'est pas encore terminée. Au cours du long procès, elle a dû écouter les dépositions de plusieurs témoins qui ont tous affirmé qu'elle était une mauvaise mère et que sa fille grandissait pratiquement dans la rue. Selon les personnes interrogées, un tel incident aurait pu se produire à tout moment, car la mère de la jeune fille travaillait dans un bar jusqu'à des heures tardives et était donc rarement à la maison. Ces paroles ont blessé M. Bachmeier, déjà brisé et en colère. Ce qui lui fait le plus de peine, c'est que l'accusé échappe à la responsabilité de ses actes et à la punition qu'il mérite.
Il était évident pour presque tout le monde que Klaus souffrait de troubles mentaux qui l'empêchèrent de faire de la prison. Madame Bachmeier a alors commencé à élaborer un plan de vengeance contre l'homme qui avait pris la vie de sa fille, réalisant qu'elle devrait se salir les mains. Klaus a pour sa part continué de défendre sa position, soulignant qu'Anna l'avait séduit, puis lui avait extorqué de l'argent en le manipulant et en le menaçant. Il a déclaré que c'était ce comportement qui l'avait motivé à commettre le crime. Il a ajouté qu'il l'avait fait pour éviter la prison. Après avoir entendu le faux témoignage de Grabowski, Marianne n'avait trouvé d'autre solution à ce moment-là que d'acheter une arme à feu. Elle a donc acheté une arme et s'est entraînée à tirer pendant plusieurs mois en cachette de ses proches. Elle a accompli cette prouesse en cachette de ses proches pour que personne ne se doute de rien. Elle a pris conscience qu'elle ne pouvait plus supporter les affirmations mensongères de l'auteur. Sa patience avait tout simplement atteint ses limites. Nous sommes le 6 mars 1981. Ce jour-là, Marianne entre dans la salle du tribunal de district de Lübeck vers 10 h du matin avec quelques minutes de retard. Son visage n'exprime pratiquement aucune émotion, sa posture est droite et ses mains sont plongées dans les poches de son manteau clair. Elle s'arrête à quelques mètres de Klaus et se tient derrière lui, comme une statue. À ce stade, la procédure était en cours et tout avançait. D'une manière ou d'une autre, elle est parvenue à emporter avec elle le pistolet Beretta, célèbre dans le monde entier. On ne sait toujours pas comment elle a réussi à franchir tous les cordons de sécurité, même selon les normes actuelles. Marianne a eu l'impression que le temps s'était arrêté. Cette sensation n'a duré que quelques secondes. Puis, elle a senti qu'il y avait une opportunité d'agir. C'est à ce moment-là que l'assassin de sa fille faisait une nouvelle déposition. L'homme faisait face au juge sans se rendre compte de ce qui se passait dans son dos. À ce moment-là, Madame Bachmeier avait déjà sorti le pistolet de sa poche droite et, en un clin d'œil, elle a tiré une série de coups de feu ciblés en appuyant 8 fois sur la gâchette. Seules 7 des 8 balles ont atteint Grabowski, qui s'est effondré sur le sol presque immédiatement. La 8e balle est restée coincée dans le canon. Elle est restée coincée. Certains membres du public ont interprété cet événement comme une manifestation de justice divine, puisque le nombre de 7 projectiles correspond à l'âge d'Anna. L'expression du visage de cette dernière restait la même. Elle exprime une fois de plus sa détermination. Elle n'a pas tenté de s'échapper et n'a pas résisté lors de son arrestation par les gardes. Bientôt, l'un des officiers de justice s'est approché de Klaus et lui a confirmé qu'il ne pouvait être secouru. Marianne a alors manifesté un soulagement, ce qui contraste fortement avec les émotions qu'elle avait précédemment ressenties. Bien entendu, l'histoire est loin de s'arrêter là. Devant elle, l'attendait le procès qui allait s'ouvrir. Les personnes qui ont vu Marianne ou qui ont été en contact avec elle pendant cette période ont convenu qu'elle était plongée dans une sorte de transe, essayant de comprendre ce qui lui était arrivé ainsi qu'à sa fille. Compte tenu de cet état d'esprit, le psychiatre judiciaire a procédé à un examen préliminaire pour tenter d'établir un diagnostic ou d'émettre des hypothèses quant à ce qui se passait dans son esprit. Dans le cadre de cet examen, il lui a donné une feuille de papier et un stylo, puis lui a demandé d'écrire quelque chose. Le spécialiste analysait l'écriture, mais n'a bien sûr pas expliqué le but de l'expérience à la personne examinée. Marianne a alors pris un crayon et écrit « Je l'ai fait pour toi, Anna ». À côté de cette phrase, elle a dessiné 7 cœurs, un pour chaque année de sa vie ou pour chaque balle qui a touché Klaus. Le lendemain, tous les journaux allemands ont publié une photo de Marianne Bachmeier, surnommée la mère vengeresse. Cela n'a rien de surprenant car il s'agit probablement de l'un des cas de lynchage les plus célèbres du continent européen. L'affaire a par ailleurs largement été couverte par les médias européens et mondiaux. Plusieurs équipes de télévision de toute l'Europe se sont notamment rendues à Lübeck pendant une longue période. Peu après l'incident, Marianne a été jugée pour le meurtre de Klaus Grabowski. Au cours du procès, elle a déclaré qu'elle n'avait pas pleinement conscience de la situation et de ses actes. Selon elle, elle était plongée dans une sorte de rêve. Elle a même affirmé avoir vu sa fille qui serait passée à côté d'elle dans la salle d'audience. En outre, Madame Bachmeier a tenu des propos ouvertement contradictoires, ce qui a encore plus entaché sa crédibilité aux yeux du juge. Elle a ainsi affirmé avoir acheté l'arme à feu dans le but de se faire du mal. Cette version n'a toutefois convaincu personne dans la salle d'audience. Tout le monde pense qu'elle s'est entraînée à tirer avec une arme à feu pendant longtemps avant de l'utiliser ce jour-là. Malgré cela, de nombreuses personnes dans le monde ont soutenu l'accusée,
estimant qu'elle avait agi par légitime défense et qu'elle n'avait pas donné aux criminels la possibilité de regagner la liberté. Parallèlement, certains considéraient Marianne comme une criminelle qui n'avait pas droit à la justice. Certains l'ont qualifiée de meurtrière, mais aussi de mauvaise mère irresponsable ayant fait adopter 2 enfants. En mars 1983, Marianne Bachmeier est reconnue coupable d'homicide involontaire et de possession illégale d'une arme à feu non enregistrée, après une longue délibération. La peine combinée pour les 2 chefs d'accusation est de 6 ans de prison. Pendant que la jeune fille était en prison, de nombreux citoyens lui ont envoyé des fleurs, des bonbons, ainsi que des lettres de soutien et de sympathie. Toutefois, d'autres personnes ont estimé que l'État ne devait pas tolérer la justice privée, quelle que soit la situation. Le public a également critiqué le système judiciaire ouest-allemand. C'est ce système qui a permis à un homme ayant commis des délits sur des mineurs d'utiliser des hormones pour restaurer sa libido. Après 3 ans, les autorités ont décidé que Bachmeier ne méritait pas une peine aussi lourde. Peu après sa libération, Marianne a vendu les droits exclusifs de publication de son histoire de vie pour 100 000 marks allemands à un magazine d'information. Elle a déclaré qu'elle n'avait fait cela que pour rembourser toutes les dettes contractées à la suite de la procédure judiciaire. Quelques années plus tard, Madame Bachmeier a épousé un enseignant et a émigré à Accra, la capitale du Ghana, où elle est restée jusqu'en 1990. Elle a ensuite divorcé et s'est rendue en Italie, plus précisément sur l'île de Sicile, pour y vivre. Elle y a travaillé dans un hospice. Marianne est restée en Italie jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer du pancréas. Elle a alors été contrainte de retourner dans son pays natal. Des années plus tard, alors qu'elle se rend compte que la maladie est en train de la consumer, Marianne Bachmeier demande à un journaliste qu'elle connaît de l'accompagner avec une caméra jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Elle est décédée d'un cancer le 17 septembre 1996 à l'âge de 46 ans dans l'enceinte d'un hôpital de Lübeck. Elle est enterrée aux côtés de sa fille dans le cimetière de Lübeck. Depuis, elles ont enfin pu se retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui est à la fois très anodine et mystérieuse pour les forces de l'ordre comme pour le grand public. L'affaire s'est déroulée en Argentine, en 1989. Dans un premier temps, les représentants des médias locaux ont surnommé cette affaire « l'affaire du Black Mamba ». Les gens ordinaires qui suivaient l'enquête jour après jour essayaient de comprendre ce qui s'était réellement passé dans la salle de bain de l'appartement malheureux où Irma Giron, âgée de 22 ans, et Gloria Fernandez, âgée de 15 ans, avaient été retrouvées mortes. L'état des corps des victimes était si désolant qu'il semblait qu'elles y avaient séjourné pendant plus d'1 mois. Pourtant, jusqu'à il y a 3 jours, elles étaient sans aucun doute en vie. Que leur est-il donc arrivé? Auraient-elles pu être les auteurs de leur propre mort, ou les auraient-elles causées volontairement? Vous découvrirez la réponse à ces questions en regardant la suite. Le jeudi 13 avril 1989, la propriétaire d'une maison de la rue Mello entend soudain quelqu'un sonner à sa porte. Elle peut facilement ouvrir la porte et communiquer avec le visiteur sans pour autant être pressée de le faire. La télévision retient toute son attention. Elle était en effet très perturbée par le discours du ministre argentin des Finances qui sans cesse revenait sur 2 sujets. Le taux de change flottant de la monnaie locale et l'augmentation des tarifs de l'électricité. À l'époque, l'économie du pays était en effet en plein bouleversement. Les diverses mesures prises depuis longtemps par les autorités locales n'avaient pas donné beaucoup de résultats. L'inflation détruisait en effet lentement mais sûrement le pays, déjà plongé dans une véritable crise. Les prix dans les magasins étaient littéralement actualisés plusieurs fois par jour et les citoyens ordinaires ne se rendaient tout simplement pas compte de la valeur de leurs économies. Quoi qu'il en soit, après avoir écouté le discours passionnant du ministre, la dame se leva de sa chaise et alla voir la personne qui avait appuyé avec insistance sur la sonnette de sa porte pendant tout ce temps. Lorsque la femme ouvre la porte, elle trouve Irma Giron, une jeune femme de 22 ans qui loue l'appartement voisin depuis quelques mois. Il s'est avéré qu'Irma était venue lui demander son numéro de téléphone. Tous les citoyens ne disposaient pas encore d'un téléphone à domicile à cette époque. Du moins, pas en Argentine. Ou plutôt que peu de gens en possédaient un. C'est pourquoi la plupart des gens allaient chez leurs voisins pour utiliser le leur. Mais cela se faisait généralement dans les situations les plus urgentes.
Dans le cas d'Irma, celle-ci a demandé à sa voisine de l'aider à appeler un médecin chez elle. Ce n'était pas elle qui avait besoin de soins médicaux urgents, mais sa cousine Gloria Fernandez, âgée de 15 ans. Celle-ci lui rendait visite et s'est soudain sentie très malade. Dans une telle situation, personne ne refuserait de l'aide. Finalement, la jeune fille a utilisé les moyens de communication pour appeler un médecin, puis elle a poliment dit au revoir à sa voisine avant de retourner chez elle. Elle s'est alors assise à nouveau sur la chaise et a continué à regarder le journal télévisé. Elle ne pouvait peut-être pas imaginer que, en l'espace de 3 jours, l'appartement voisin deviendrait un lieu régulièrement visité par les forces de l'ordre et les représentants des médias locaux. Des citoyens ordinaires, comme elle, allaient également suivre de près ce qui s'y passait. Le dimanche matin, 16 avril de cette année-là, un commissariat de police situé dans la ville argentine de Florida a reçu un appel d'une nature moins inquiétante. L'appelante était la même femme qui, le week-end, avait pour habitude de regarder un programme d'information. Sans entrer dans les détails, les forces de l'ordre se sont rendues à l'adresse indiquée. Il s'est avéré qu'une odeur incroyablement âcre et désagréable émanait de l'appartement loué par Irma. Après avoir déverrouillé la porte, plusieurs policiers ont franchi le seuil de l'appartement et ont senti l'odeur s'intensifier presque immédiatement. Les hommes n'ont pu contenir leur dégoût. L'un d'entre eux a même commencé à vomir. Après avoir inspecté les environs du logement, les policiers ont découvert la source de l'odeur, ou plutôt les corps de 2 jeunes filles. Les agents ont alors décidé d'en référer à leur supérieur et ont contacté le commissaire de police Benitez. Ce dernier a ensuite transmis l'information à un juge d'instruction nommé Raúl Casal. À l'époque, les juges jouaient également le rôle de procureur et étaient chargés de l'enquête. Après avoir reçu l'appel, le juge termine rapidement son déjeuner puis se rend au 3354 de la rue Mello. Il ne se doute alors pas qu'il va être confronté à l'une des histoires les plus intéressantes et les plus mystérieuses de son pays. Une histoire qui a tenu la presse et le public en haleine pendant des mois. C'est d'ailleurs Raúl, en sa qualité de juge pénal, qui va percer le mystère. Une fois sur place, il trouve une foule de curieux près de la scène de crime, qui discutent et échangent des rumeurs sur ce qui s'est passé dans l'un des appartements. Ils discutaient des personnes qui vivaient dans l'appartement, du grand nombre de policiers présents sur les lieux et de l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait encore. À ce stade, on ne savait pas grand-chose. Le logement dans lequel les victimes ont été retrouvées se trouvait à l'arrière de la maison. Il comprenait plusieurs chambres, un salon, une petite cuisine, une salle de bain et une terrasse. Pour rappel, les corps des victimes ont été retrouvés dans la salle de bain. La scène était vraiment horrible. 2 jeunes filles gisaient dans cette pièce. L'une d'elles s'appelait Irma et l'autre Gloria. Comme vous le savez déjà, il y a quelques jours, la première fille s'était rendue chez sa voisine pour appeler un médecin pour la seconde. Celle-ci avait un peu de fièvre. Irma n'était vêtue que d'un pull et de sous-vêtements, tandis que Gloria était complètement nue. Leur corps était dans un état monstrueux. Ils se détachaient littéralement en morceaux. De plus, des particules de peau pourrie des victimes flottaient dans l'eau boueuse. Bien sûr, le juge Raúl Casal avait vu toutes sortes de choses au fil des ans, mais rien de tel. Tout d'abord, il a été frappé par le degré de décomposition des corps. Il semblait avoir séjourné dans l'appartement depuis un peu plus d'1 mois, mais pas moins. Comment expliquer toutefois qu'il y a 3 jours, les filles aient été vues vivantes et indemnes? Afin de comprendre cette situation, il faut savoir que l'état des corps était si mauvais qu'ils se sont littéralement désagrégés lorsqu'ils ont tenté de les sortir de la baignoire. Que s'est-il donc passé? La voisine d'Irma a déclaré aux autorités qu'elle l'avait vue il y a 3 jours alors qu'elle lui avait demandé d'emprunter son téléphone. D'autres personnes interrogées, notamment les parents de Gloria, ont déclaré que leur fille avait quitté la maison le jour même pour passer la nuit chez sa cousine. La police s'est ensuite adressée au médecin de garde qui avait rendu visite à l'une des jeunes filles quelques jours auparavant. Arnoldo Bresciani, tel est le nom du médecin, a fait sa déclaration aux forces de l'ordre sans trop d'objections. Selon lui, il a répondu à l'appel et a constaté que la jeune fille avait de la fièvre. Il lui a prescrit des antipyrétiques et des analgésiques. En somme, rien de spécial. Il a également vivement conseillé à Gloria de prendre un bain froid pour faire baisser la fièvre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'étrange ou d'inhabituel dans les témoignages recueillis. Le juge Casale n'en est que plus perplexe. Il a tout de suite pensé que cette affaire allait être l'une des plus difficiles de sa carrière. Il n'était d'ailleurs pas le seul à le penser.
Les experts médico-légaux ont également souligné le mystère qui entoure cette affaire en s'adressant à la presse. Selon eux, même dans les cas où ils ont retrouvé les corps des victimes dans les rivières, ceux-ci n'étaient pas dans un état aussi épouvantable. Mais l'insolite ne s'arrête pas là. Ce qui a surpris tous ceux qui ont eu connaissance de cette affaire, c'est que les corps se trouvaient dans une baignoire. On ignorait si quelqu'un les y avait mis ou si les victimes s'y trouvaient de leur plein gré. C'était la première fois que Gloria passait la nuit chez sa cousine Irma. Elles avaient décidé de vivre ce moment ensemble afin de créer des souvenirs en vue d'un mariage auquel elles avaient toutes deux été conviées. Aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes et les fenêtres de l'appartement. Il n'y avait pas non plus de signes visibles d'agression physique sur leur corps. Cette circonstance a incité les médias à élaborer diverses versions de ce qui leur était arrivé. Certaines sources ont affirmé que les victimes entretenaient une relation amoureuse, bien qu'elles soient liées par le sang. D'autres pensent qu'elles ont délibérément causé des dommages irréparables à leur santé en raison de difficultés rencontrées dans leur vie. Après plusieurs jours, le juge Raúl Casal a ordonné une première autopsie. À ce moment-là, ils avaient déjà été retirés de la baignoire et transportés à la morgue de La Plata, dans la province de Buenos Aires. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme l'aurait souhaité le juge. Rappelons que les corps eux-mêmes étaient en train de se désagréger, ce qui signifie que certains segments des victimes, sur lesquels pouvaient se trouver des preuves, ont été perdus sans laisser de traces. Par ailleurs, les résultats de l'autopsie n'ont pas du tout aidé l'enquête. En effet, l'examen médico-légal n'a révélé aucune blessure par arme blanche ou à feu. Aucune autre trace d'agression physique n'a été découverte non plus. Par ailleurs, d'autres hypothèses telles que l'intoxication alimentaire ou l'électrocution ont été vérifiées. Mais aucune n'a été confirmée. Bref, aucune nouvelle piste n'a émergé. C'est pourquoi, saisissant littéralement le dernier coup de fil, les forces de l'ordre ont décidé d'examiner le petit ami d'Irma. Il s'agissait d'un vétérinaire de 30 ans avec lequel la jeune fille n'avait pour ainsi dire aucune relation officielle. Il s'agissait plutôt d'une liaison. Le jeune homme était déjà marié depuis longtemps. Toutefois, comme vous le comprenez, ce détail ne l'empêchait nullement d'entretenir une relation amoureuse parallèle. Il n'avait même pas les clés de l'appartement d'Irma, avec qui il était pourtant resté en contact pendant des années. Il se pourrait que les jeunes gens se soient éloignés ces derniers temps. C'est pourquoi le juge Casal a eu une conversation personnelle avec lui. La communication était difficile. Peut-être est-ce dû au fait que le trentenaire était le seul suspect dans l'affaire. Néanmoins, la personne interrogée a fait preuve d'une grande assurance et a raconté tout ce qu'il savait sans rien cacher. Il a confirmé qu'il était marié et qu'il trompait sa femme depuis longtemps. Il a également confirmé qu'il était toujours employé de la clinique vétérinaire. En résumé, rien de criminel, si ce n'est la tromperie. En d'autres termes, la résolution de l'affaire est toujours en suspens. Cependant, plus tard, l'un des experts médico-légaux a émis une hypothèse très étrange et apparemment fantastique. Cette hypothèse est apparue 1 mois et demi après la découverte des corps. Andrés Barrio Canal, expert au sein du corps médico-légal de la police fédérale argentine, a suggéré que les victimes auraient pu être empoisonnées par le venin d'un serpent appelé Black Mamba. Or, à l'époque, il n'existait qu'une poignée d'affaires criminelles dans le monde dans lesquelles le venin de ce serpent avait été utilisé. Ce serpent est extrêmement venimeux. Il vivait dans certaines régions particulièrement arides d'Afrique. Il pouvait atteindre plusieurs mètres de long. La couleur de sa peau peut varier du gris au brun foncé. D'après les informations disponibles, le serpent ne doit pas son nom à la couleur de sa peau, mais plutôt à celle de son habitat. De teinte noire, il faisait penser à l'habitat de certains chiens de race. Après avoir décrit l'apparence extérieure du serpent, la description des qualités de son venin est venue naturellement. Selon Andrés, le venin pouvait non seulement emporter rapidement la vie d'une créature vivante, mais aussi accélérer le processus de décomposition du corps de la victime. Il est important de noter que ce processus était tellement accéléré qu'il semblait que la victime était morte beaucoup plus tôt que le moment réel de sa mort. Le médecin légiste a notamment attiré l'attention sur le fait que les crimes utilisant le venin de ce serpent sont extrêmement rares. Néanmoins, à ce stade, toutes les pistes de recherche étaient dans l'impasse, et les autorités ont décidé de se concentrer sur cette version particulière. Le juge Casal n'a pas trouvé cette hypothèse très convaincante, lui qui dirigeait l'enquête.
Le fait qu'un venin aussi rare soit la cause de la mort des jeunes filles semblait improbable à Raoul. D'ailleurs, il n'avait jamais vu de Black Mamba se déplacer librement dans les rues de la ville. Cependant, le serpent aurait pu être apporté par quelqu'un, n'est-ce pas? Et s'il avait été apporté par quelqu'un qui travaillait dans une clinique vétérinaire? C'est tout à fait possible en théorie. Quoi qu'il en soit, la théorie suivante a émergé. Le petit ami d'Irma, âgé de 30 ans et employé d'une clinique vétérinaire, aurait pu entrer en contact avec un animal venimeux dans le cadre de son travail. Il se peut même qu'un client de la clinique ait amené le serpent pour un contrôle vétérinaire. Seul avec cette créature et connaissant les spécificités du processus, le vétérinaire aurait pu extraire une petite quantité de venin et la placer dans un récipient prévu à cet effet. Il en aurait ensuite transféré le contenu dans une seringue qu'il aurait emportée avec lui pour se rendre chez sa maîtresse. Il se peut qu'il y ait eu une querelle entre lui et Irma, ou que le jeune homme ait décidé de la quitter, mais qu'il ait préféré le faire de la manière la plus radicale pour une raison ou une autre. En règle générale, les justifications d'un tel acte n'étaient pas perçues comme aussi significatives par les représentants de la loi que les circonstances entourant celui-ci. Selon les détectives, après s'être introduit dans l'appartement de la jeune fille sans laisser de traces, le jeune homme a cru pouvoir profiter d'un moment propice pour lui injecter du poison. Cependant, apparemment, l'intrus ne s'attendait pas à y rencontrer sa cousine de 15 ans, qui est devenue un témoin involontaire du crime. Comme vous pouvez l'imaginer, une telle circonstance a pu contraindre l'auteur de l'attentat à s'en prendre aux deux jeunes filles. D'une manière générale, les policiers dirigés par Raoul Casal n'avaient pas l'intention de perdre une minute et ont rapidement procédé à une fouille approfondie de la clinique vétérinaire. Ils ont littéralement fouillé tous les recoins de l'endroit et consulté les registres de visite pour vérifier quels animaux avaient été traités récemment. Le juge Casal a également ordonné l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'auteur présumé des faits. Le lendemain, des informations sur l'enquête menée à la clinique ainsi que d'autres détails de l'affaire ont été divulgués à la presse. Une véritable agitation a suivi dans les espaces d'information. De nombreux titres mentionnant le serpent venimeux ont commencé à paraître dans les journaux. Dans le même temps, plusieurs experts sont apparus à la télévision pour discuter en silence des circonstances du crime et faire diverses remarques sur le comportement du Black Mamba. Le public s'inquiétait sérieusement d'une possible infestation de serpents et voulait connaître tous les détails de l'empoisonnement. Il ne comprenait pas comment le serpent avait pu entrer dans la ville et surtout, comment il avait pu se retrouver dans l'appartement des victimes. Par ailleurs, la police n'est pas parvenue à arrêter l'amant d'Irma qui, ayant appris que les autorités s'intéressaient à lui, a tout simplement disparu. Au bout d'un certain temps, l'auteur présumé n'a pas été retrouvé. Il figurait toutefois toujours sur la liste nationale des personnes recherchées et était toujours porté disparu. Ne voulant pas se reposer sur ses lauriers, le juge Casal a ordonné une seconde autopsie des corps des deux jeunes filles. Cette fois-ci, les experts médico-légaux devront se concentrer sur la détection de traces de venin de serpent. L'examen a été confié au service d'investigation technique de la police de Buenos Aires. Dans un premier temps, les agents de ce service ont prévu d'examiner séparément les organes des victimes. Cependant, ils ont constaté que certains organes manquaient. Parmi les restes dont la localisation était inconnue, figuraient des poumons, des reins, des intestins et des cœurs. Il s'est avéré qu'ils avaient tous mystérieusement disparu de la morgue de La Plata. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont finalement ordonné la fouille de toutes les chambres froides à la recherche desdits restes. Ces derniers n'ont toutefois jamais été retrouvés. Étant donné le désordre qui régnait dans cet endroit, la disparition d'un objet était monnaie courante. Néanmoins, une telle négligence était toujours considérée comme impardonnable. Les cœurs des victimes pourraient révéler la présence ou l'absence de traces de toxines dans leur corps. Visiblement, l'affaire n'était pas destinée à être résolue. Pourtant, les policiers ont tenté à plusieurs reprises de faire la lumière sur cette dernière. Peu après l'échec des recherches de restes, les forces de l'ordre ont décidé de réexplorer la scène de crime. Au cours de ces nouvelles recherches, ils s'attendaient à trouver des traces qui confirmeraient la théorie selon laquelle le meurtrier avait utilisé du venin de serpent. La police est donc retournée dans l'appartement, qui était resté scellé pendant tout ce temps. Toutes les portes et fenêtres étaient intactes. Cela signifie qu'aucune personne non autorisée n'a visité les lieux du crime depuis lors. Mais comment expliquer alors la présence d'eau dans la baignoire où gisaient les corps des victimes? De plus, de petits morceaux de peau appartenant aux victimes flottaient à la surface de l'eau.
Comment cela a-t-il pu se produire si les policiers avaient vidé l'eau immédiatement après avoir retiré les corps des jeunes filles décédées? La baignoire avait été désinfectée à plusieurs reprises. Alors pourquoi est-elle à nouveau remplie? Voilà une autre énigme. Une telle circonstance a laissé une vive impression sur les policiers et les experts médico-légaux. Ils ont tenté de trouver une justification à tout cela, pensant qu'un objet avait obstrué la canalisation. Ce serait la raison pour laquelle l'eau ne pouvait pas s'écouler complètement. Mais il semble que cette explication, pourtant logique, ne soit pas exacte. Tout d'abord parce que certains employés ont personnellement vu l'eau s'écouler par la grille d'évacuation dans les égouts. Quelle était donc la cause de ces phénomènes paradoxaux? Presque chaque jour, un ou plusieurs mystères apparemment insolubles se produisaient. Un tel cas ne s'était jamais produit, pas même au cours des longues années de service des officiers de police les plus expérimentés. En outre, l'enquête elle-même était devenue fastidieuse pour la plupart des policiers impliqués dans le processus. La fatigue engendrée par toute cette affaire a eu raison du juge Raúl Casal. D'une manière générale, son sentiment est tout à fait compréhensible. Au fur et à mesure que les autorités avancèrent dans l'enquête, les questions se succédaient. Pour autant, il n'y avait toujours aucune réponse. C'est peut-être la raison pour laquelle Raúl a renvoyé plusieurs des anciens experts médico-légaux et a constitué une nouvelle équipe. Cette mesure aurait dû donner une bouffée d'air frais à l'ensemble de l'enquête. Les agents recrutés se sont rapidement mis au travail et ont commencé à analyser les échantillons d'os prélevés sur les corps des victimes. Le groupe de nouveaux spécialistes semblait désormais proche de résoudre l'une des affaires les plus insolites de l'histoire du pays. Ils ne se contentaient pas d'avancer de nouvelles hypothèses, mais une théorie fondée sur un ensemble de preuves. Qu'ont donc découvert les experts? La réponse est des plus simples. Ils ont affirmé que les deux jeunes filles étaient mortes empoisonnées au monoxyde de carbone. Pour étayer cette théorie, ils ont présenté les résultats de l'analyse des restes osseux des victimes qui ont révélé la présence de traces d'un composé fort d'hémoglobine et de monoxyde de carbone. L'accumulation de monoxyde de carbone dans l'organisme provoque une hypoxie et donc une mort imminente. Il s'avère que le tueur se trouvait directement sur les lieux du crime pendant tout ce temps, et personne ne l'a vu ou n'y a prêté attention. Il s'agissait d'une petite gazinière qui, pour une raison ou une autre, se trouvait dans la salle de bain. Il semble que les premiers agents des forces de l'ordre arrivaient sur les lieux avant la plupart de leurs collègues et débranchaient le cordon du réchaud à gaz. Il est difficile d'expliquer les raisons de cette décision, mais ce n'est plus vraiment important. Cependant, si l'un d'entre eux en avait fait mention dans le rapport, l'affaire aurait pu être résolue beaucoup plus tôt. En fin de compte, lorsque les autres agents des forces de l'ordre, y compris le juge Casal, se sont rendus à l'appartement des victimes, la cuisinière n'a pas du tout attiré leur attention, car elle avait déjà été éteinte à ce moment-là. Apparemment, Gloria Fernandez, 15 ans, s'est sentie mal, mais ni elle ni sa cousine n'ont soupçonné que le malaise était dû à la fuite de gaz de l'appareil. Les jeunes filles ont fini par appeler un médecin, qui n'a pas non plus remarqué de signes d'intoxication au gaz. Il leur a seulement prescrit un antipyrétique et conseillé à Gloria de prendre un bain froid pour abaisser sa température corporelle. On peut en conclure que Gloria a suivi ce conseil et s'est baignée dans une eau froide. Elle a probablement fermé la porte en faisant cela, ce qui a certainement accéléré le processus d'empoisonnement et provoqué sa perte de connaissance, puis son décès. Observant son absence prolongée, la cousine de Gloria a décidé de prendre de ses nouvelles et est rapidement entrée dans la salle de bain. À ce moment-là, la concentration de gaz dans cette petite pièce avait atteint un niveau tel qu'Irma, en y entrant, a perdu connaissance sur le coup et est tombée dans l'eau. Cette version des faits explique également pourquoi l'une des filles, complètement nue, s'est retrouvée dans l'eau alors que l'autre n'y était pas. Comme nous le savons, Irma portait un pull et des sous-vêtements. Il semble que le principal mystère ait été résolu avec succès. Il restait cependant d'autres mystères à élucider. L'un d'entre eux était le suivant. Pourquoi les corps des victimes ont-ils été retrouvés dans un tel état de délabrement? Une telle situation est généralement due à une gazinière défectueuse. Comme on a pu le constater, les corps des jeunes filles décédées se trouvèrent dans l'eau et l'appareil dégageait de la chaleur pendant tout ce temps. Par conséquent, la salle de bain était remplie de vapeur. La combinaison de ces facteurs a donc accéléré le processus de décomposition, si bien que les corps ont littéralement pourri en quelques jours. Après avoir reçu diverses preuves appuyant la théorie de l'empoisonnement au monoxyde de carbone, le juge Casal a ordonné que l'affaire soit classée dans les plus brefs délais. Il semble qu'il ne veuille tout simplement pas d'agitation médiatique et télévisuelle inutile.
Il en avait déjà assez des journalistes qui traînèrent dans les parages. En conséquence, le public a obtenu des réponses en entendant ce qui semblait être la version la plus raisonnable, à savoir un empoisonnement au monoxyde de carbone. Peu après, la curiosité mondiale concernant l'affaire s'est estompée. 30 ans plus tard, Raúl Casal a reconnu devant les médias qu'il voulait clore l'affaire au plus vite. Il était littéralement déprimé par l'absence de progrès dans l'enquête. De plus, les représentants de divers organes de presse écrites le suivaient partout et lui envoyèrent des messages. C'est peut-être pour cette raison qu'il a accepté si facilement la thèse de l'intoxication au monoxyde de carbone et l'a considérée comme la plus probable. Toutefois, il n'était pas certain que cette version explique vraiment tous les événements survenus aux filles. En d'autres termes, l'homme pensait que l'affaire n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu le paraître après l'annonce de la version de l'empoisonnement banal. Il est toutefois surprenant qu'un accident aussi mortel ait finalement donné lieu à une enquête approfondie, entachée de diverses erreurs et retards. La première d'entre elles est que les policiers arrivés les premiers sur les lieux n'ont pas prêté attention à la cuisinière, ce qui les a conduits à écarter la possibilité d'un défaut de fonctionnement. La deuxième erreur est que ces mêmes policiers n'ont pas mentionné dans le rapport qu'ils avaient débranché le cordon de la gazinière. Par conséquent, leurs collègues, qui avaient visité l'appartement après eux pendant tout ce temps, n'ont tout simplement pas pu deviner qu'un appareil défectueux en était la cause. Autre erreur, la première équipe d'experts médico-légaux n'a pas procédé à l'analyse des os des victimes. Apparemment, cette procédure n'était pas obligatoire. Ou peut-être était-ce dû aux facteurs humains habituels et au manque de volonté de faire un travail inutile. Néanmoins, d'autres points méritent d'être éclaircis. Le premier est la disparition des organes des victimes de la morgue, qui n'a laissé aucune trace. Selon certains officiers de police, les représentants de la morgue auraient retiré les organes des corps et les auraient placés dans des conteneurs spéciaux sans y verser la solution nécessaire. Ils les auraient ensuite emportés dans la cour, faute de place. Par conséquent, un chien errant aurait pu venir y trouver de la nourriture et manger les restes des victimes. Cette théorie peut paraître fantaisiste, mais c'est sur cette base qu'a été menée l'enquête interne sur l'incident. Un autre élément concerne la baignoire qui, après un certain temps, s'est à nouveau remplie d'eau. Le robinet de la salle de bain n'avait apparemment pas été réparé et fuyait sans cesse. Par ailleurs, des particules des corps des jeunes filles décédées se seraient probablement déjà introduites dans la grille d'évacuation. Par conséquent, l'évacuation s'est bouchée et la baignoire s'est remplie d'eau, mais lentement. Voilà toutes les informations dont nous disposons pour le moment concernant cette mystérieuse affaire qui s'est produite en Argentine en 1989. Comme je l'ai mentionné, le juge Raúl Casal continue de s'interroger sur la cause de cet incident. Que pensez-vous de la cause du décès des jeunes filles ? Écrivez vos hypothèses dans les commentaires.